Là, c'est bon. Bon, bah, écoutez, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à Hervé Moll, vice-président de l'Université de Paris-Saclay. On est très d'abord flatté de vous accueillir. Là, vous entrez ici dans un petit monde de passionnés. Et parmi les passionnés des passionnés, il y a les astrophysiciens et astrophysiciennes. Alors moi, j'avoue que dans cette école, on était plutôt orienté aéronautique et spatiale. Alors évidemment, on pense spatial, on voit Ariane, on voit... Et je me suis rendu compte qu'on a un noyau d'astrophysiciens de dangereux fanatiques. Et donc, c'est vrai qu'on découvre, enfin, personnellement, hein, et puis d'autres, les dernières rangées de post-étudiants, on va dire, hein, on découvre un monde qu'on n'imaginait pas et qui est en effet passionnant au fur et à mesure des conférences. Et pour nous, pouvoir vous accueillir ici, c'est un vrai plaisir. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas très éloigné de Paris-Saclay, qu'il y a des choses absolument fabuleuses qui se font sur ce plateau. On est très content de pouvoir, comme ça, avoir ces liens. Et tout ça, c'est pour notre petit monde aéronautique et spatial. J'arrête pas de répéter qu'on est un petit pays. Et ce petit pays, il arrive à tout faire. Et c'est absolument fabuleux que, avec les moyens finalement assez réduits, on arrive à faire à la fois de l'avion de transport, de l'avion de chasse, de la fusée, du réacteur, du tableau de bord. Maintenant, on travaille sur les avions décarbonés. Et le monde entier nous l'envie parce que finalement, il n'y a que 2 pays au monde qui arrivent à tout faire. Les Américains et les Français, parce que les Chinois ne savent pas faire de moteur, les Anglais ne savent plus faire de définition. Même la reine vient d'acheter des Falcon 900, c'est dire. Les Allemands, c'est pareil. Et donc finalement, au cœur de cette passion et de cette transmission de savoir, on travaille vraiment pour notre collectivité. Et au cœur de cette transmission, l'astrophysique. Donc, on est vraiment très très reconnaissant que vous puissiez venir nous parler de ce sujet passionnant. Je vais vous céder la parole. Alors, juste une petite chose, hein, parce que j'ai vu une règle à calcul. Faut savoir que ces règles à calcul, c'est l'ancêtre de la calculette. Et bien moi, j'ai commencé en maths sup avec ça. C'est vous dire si ça m'a fait un choc. Et le deuxième choc, c'est que sur ma montre, j'ai toujours une règle à calcul, parce qu'on travaille avec ça dans le temps, c'est pas calculé. Voilà, bon, allez, fini la science-fiction et le grand-papa, je vous cède bien volontiers la parole. Merci pour votre accueil. Juste pour commencer un petit peu... Ah, ce sera plus agréable pour moi. Voilà, vous intervenez, puis vous remettrez très volontiers. Si vous voulez vous présenter un peu la Rédol précisément. Ce que la Rédol, c'est comme M. Paulet l'a pu le présenter, le vice-président de Paris-Saclay, mais également un enseignant-chercheur à l'IAS, donc l'Institut d'astrophysique spatiale de Saclay, où il fait de la cosmologie, mais également de l'astrophysique générale. Et également, il a travaillé sur différentes missions, notamment sur le fond diffus cosmologique avec ce qui est fait, si je ne me trompe pas. Planck, et du coup, qui permet d'avoir vraiment le fond diffus le plus précis qu'on a pu avoir après les différentes missions qu'il y a pu y avoir. Donc voilà. Je vais du coup laisser la parole à M. Dom. Merci pour votre accueil. Je suis ravi de découvrir votre beau lieu. Et effectivement, vous êtes pas loin de l'Université Paris-Saclay qui s'étend sur 900 km². Ça va de Évry à Rambouillet, à Crémain-Bicêtre, on a une fac de médecine juste à côté de chez vous, Cachan, etc. Donc, on va parler d'astrophysique ce soir. J'ai écrit un petit bouquin qui est sorti en poche, qui est pas cher, qui résume un peu pas le propos d'aujourd'hui, mais qui résume une partie de ce sur quoi j'ai travaillé. Et effectivement, dans ma jeunesse, j'ai fait qu'une année d'école d'ingénieur parce que ce n'était pas très bien passé. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une petite différence entre ingénieur et chercheur. Je ne sais pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais je sais que c'est un petit peu différent. Et moi, il y a plutôt une voie qui m'a plu, qui était la voie de chercheur, où c'est du temps très long, c'est de l'abnégation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abnégation dans les autres métiers, mais il y a un côté de temps très très long et de passer des années sur un petit problème sans forcément pression de devoir produire ou rendre quelque chose. On a des pressions tout le temps, hein, il y a des deadlines tout le temps, mais disons que le rythme est... Alors je vais vous parler de 30 ans de progrès en astrophysique. Alors en fait 32 ans, parce que je vais commencer en 90 et maintenant en 2022.
Et là, cette petite animation qui prend de l'Agence spatiale européenne est basée sur les résultats qu'on a obtenus avec le satellite Planck il y a quelques années. Le satellite Planck observait en effet la première lueur de l'univers, le fond cosmologique. Et donc, cette petite vidéo montrait, pour faire patienter, voilà, toute la matière noire dans l'univers. Je vous parlerai à la fin. Alors, pourquoi 30 ans, 32 ans? Parce que c'est complètement arbitraire. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est un choix complètement subjectif. Hein, donc, il y a peut-être tous les thèmes que vous souhaiteriez entendre, mais j'ai fait un choix. Et donc, j'ai fait le choix du Hubble Space Telescope qui a été lancé en 90 par la navette spatiale hein, au mois d'avril 90. Et alors, non pas que ça soit le meilleur télescope de toute la science, etc., mais c'est quand même un télescope qui a marqué, parce qu'il a fait des belles images qui se sont très vite diffusées dans le public. Pour moi, la meilleure mission, c'est celle juste avant 89, qui s'appelle Kobe, qui a mesuré la première fois le fond cosmologique. Voilà, pour la revenir. Bon, en tout cas, c'est une belle image. Donc, ça, c'est pas l'image de 90, c'est l'image de la dernière Servicing Mission par le Space Shuttle. Et donc, c'est la dernière fois que la navette avait mis à jour les instruments, les gyroscopes, etc. On a vu que c'était utile. Et voilà, c'était Vogue la galère. On savait que c'était la dernière mission de servicing. Et donc, depuis, il n'y a plus de mission de servicing. Et puis en haut, une image extraordinaire, Made in Europe, parce que c'est Ariane Espace qui a lancé le James Webb Space Telescope, qui est faussement le successeur de Hubble, le successeur d'un point de vue budget et calendrier, etc. Mais en termes de performance, c'est plus que le successeur. Et donc, vous étiez peut-être devant votre écran à Noël. Hein, moi, je sais que j'ai embêté tout le monde chez moi aussi. Voilà, on arrête tout, on regarde le lancement de James Webb. Et donc, c'est l'image quand il y a eu l'injection, enfin, lâchage par Ariane 5, et donc avec une orbite parfaite, parce que grâce à Ariane Espace, vous savez, James Webb avait 5 ans de mission exigée, de requirement, 10 ans prévus, et là on est à plus de 10 ans, il parle même de 20 ans de mission grâce aux économies faites dans les résines, enfin dans le carburant pour mettre à poste au point de Lagrange L2. Et comme l'injection est absolument parfaite, bah, il n'y a pas eu besoin de correction. Donc on était, en plus l'image était super, donc on est très content. Donc voilà un peu, c'est entre en gros le HST, le Hubble Space Telescope et le James Webb. Je vais raconter un peu de certaines avancées. Alors on va parler de lumière ici, parce que 99% on va parler de lumière. Vous savez peut-être que c'est l'information principale qui nous provient de l'univers. Il y a aussi des astroparticules, des ondes gravitationnelles, donc il y a d'autres vecteurs d'information dont je ne parlerai pas beaucoup. Je ne parlerai pas d'astroparticules, je parlerai un petit peu d'ondes gravitationnelles. Mais la lumière, voilà, c'est quand même très pratique. C'est plus facile à détecter que les particules, et encore plus que les ondes gravitationnelles. Donc j'ai bien montré cette image qui est prise par un astronome amateur de la galaxie voisine d'Andromède, et la même galaxie prise dans l'infrarouge depuis l'espace par Wide. Et on voit que donc la tête de la galaxie se ressemble, mais en fait pas complètement. On voit qu'il y a des différences. Par exemple, dans le visible, ici, on voit qu'il y a des zones sombres qui sont dues à des molécules, à des poussières, on appelle ça des poussières galactiques, galactic dust, donc qui absorbent la lumière visible. Et voilà, vous êtes un peu physicien quand même dans l'âme, donc voilà, il y a un bilan d'énergie qui est complet, hein, il n'y a pas disparition d'énergie, donc ce qui est absorbé dans le visible est réémis dans l'infrarouge. C'est pour ça qu'on a une sorte d'image en négatif. Ce qui est brillant, alors c'est des fausses couleurs ici, ce qui est brillant en infrarouge correspond à ces poussières chauffées par la naissance des étoiles, et c'est complètement invisible du domaine visible quasiment. Donc on a vraiment une vue complète. Alors moi j'ai travaillé beaucoup dans l'infrarouge, y compris quand j'étais à la NASA il y a une vingtaine d'années, mais il y a d'autres domaines qui sont intéressants, les rayons X, les domaines radio, l'UV, enfin voilà. Je suis plus spécialiste de ça. Je parlerai peu de technologie, mais un petit peu quand même. J'aime beaucoup cette image. Cette image provient de mon amie et collègue et copine Geneviève Soucaille, qui est grande professeure à Toulouse. Pendant sa thèse, dans les années 80, elle a obtenu la première image d'un arc gravitationnel autour d'un amas de galaxies. Alors, tous les points que vous voyez sont des galaxies. Un amas de galaxies, hein, c'est sur 15 masses solaires, à peu près en masse. Donc l'unité de masse, c'est le masse solaire qu'on utilise. Hein, en astrophysique, on est des gens simples, hein, on prend les unités les plus simples. Donc tout ça, c'est des galaxies. Et puis vous avez un arc ici, en fait, c'est une image d'une galaxie qui est derrière, donc elle est beaucoup plus lointaine. Mais à cause de la déformation de l'espace-temps et les effets de relativité générale, l'image de la galaxie derrière est perturbée par l'espace-temps qui est perturbé. Ça suit les géodésiques, donc l'image est tirée. C'est la meilleure image, d'ailleurs la première,
d'un arc gravitationnel pris derrière un amas de galaxies. Donc, avec le plus grand télescope de l'époque, hein, le Canada-France-Hawaii Télescope, donc un télescope en partie français à Hawaï, j'ai eu la chance d'aller voir aussi, 3,60 m, top de la technologie des 70s, des late 70s, donc là, vraiment, on était au top, la caméra. 80, donc 85, hein, publié en 87. Quelques années plus tard, 4-5 ans plus tard, même télescope, même objet, caméra différente. Mieux. Pourtant, le télescope n'a pas changé. Hein, donc 3,60 m, c'est quand même gros. Vous voyez que pour comprendre l'univers, il faut avoir des sauts technologiques, donc il faut avoir des grands télescopes, hein, parce que plus vous êtes grand, plus vous avez de signature bruit. Mais il faut aussi des bons détecteurs, parce que là, le détecteur a changé, le télescope n'a pas changé. On voit que la galaxie elle a une couleur différente, on voit donc qu'elle n'est pas au même redshift, pas à la même distance cosmique, et on la voit beaucoup mieux. On voit que les autres galaxies sont plutôt jaunes, là, il a fait plutôt bleu. Et puis vous passez encore quelques années plus tard, vous avez Hubble avec la caméra SIS, et là vous avez carrément la galaxie spirale, et puis toute son image qui est déformée, et là vous pouvez voir son milieu interstellaire, beaucoup mieux que s'il n'y avait pas d'amas de galaxies, parce qu'en fait l'image est étirée, donc vous étalez en fait le signal, donc une sorte de zoom naturel. L'univers vous propose un zoom naturel avec ses zooms gravitationnels. Donc voilà, donc il faut des avancées technologiques pour ça. Ah oui, non, ça arrive là, mais je vois l'idée. Parmi les autres avancées technologiques, parce que j'en parle pas beaucoup, je vous ai amené quelques exemples. Donc, on a déjà parlé de la règle à calcul. Voilà, donc il faut savoir qu'ils sont quasiment allés sur la Lune avec ça. Hein, voilà, c'est-à-dire que ça vous permet de faire des multiplications et des divisions à mieux que 1% près en quelques secondes. Hein, alors, pas besoin juste besoin de lumière, pas besoin d'électricité. Voilà, donc le rôle des gens du programme Apollo, enfin Mercury plutôt, parce qu'après ils avaient comme des calculateurs, ont pu faire beaucoup de calculs avec ça. Donc, alors moi je ne l'ai pas utilisé quand j'étais petit, voilà, mais mon père en avait, et puis donc moi j'ai dû réapprendre à l'utiliser. En fait, ça m'a pris 2 soirées pour. C'est hyper rusé. Franchement, l'esprit humain est extraordinaire. J'ai un condensé d'intelligence là-dedans qui est absolument extraordinaire. Donc les avancées permettent de mieux comprendre l'univers aussi grâce au calcul. Et puis, j'en parlerai un peu, la notion aussi de traitement des données et de mémoire de masse. J'ai pris ça dans mon labo quand quelqu'un déménageait. Vous n'avez peut-être pas connu ça dans votre vie, c'est une bande magnétique. Moi, j'ai vu ça dans les labos, j'en ai jamais utilisé moi-même. Non pas que je sois jeune, mais une bande magnétique, voilà, c'est écrit quelque part, ça va faire 50 mètres, je ne sais pas combien. Et là-dessus, vous mettez 10 mégaoctets. C'était le top du top dans les années 90. Vous imaginez? Moi, je suis allé pour la première fois dans un labo au milieu des années 90. Donc, mais même dans les années 90, il restait des... Donc, vous aviez dans les labos des énormes armoires, donc déjà armoires pour mettre ça, hein, parce que en plus c'est lourd et tout, donc vous avez des énormes armoires remplies de bandes magnétiques, mais surtout les lecteurs. Hein. Tu sais, vous êtes dans le vieux film des 60s, de science-fiction, ces trucs qui tournent et tout. En fait, c'était vraiment ça. Tapez sur le web, bande magnétique et tout. Donc il y avait des salles informatiques remplies de lecteurs comme ça, qui tournaient. Et je ne sais pas si vous connaissez Linux, la commande tar.gz, enfin le format de compression tar.gz, vous connaissez ce format? Voilà, tar, c'est une commande qui a été inventée pour ça, donc avec Unix, hein, dans les années 60, enfin même un peu avant. Et dans les mots-clés de tar, vous pouvez toujours les trouver aujourd'hui, même dans les Linux plus récents, de dérouler la bande à tant de mètres pour avoir tel fichier, etc. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas comme un disque dur, hein, si vous voulez tel fichier, il fallait dérouler la moitié de la bande et trouver le bon fichier. Et donc vous aviez un cahier, vous notiez vos mètres, et vous demandez à l'ordinateur, tar, sur moi le 25e mètre, etc. Donc le truc tournait, mais ils arrivaient à faire de la science avec ça. Voilà. Donc, nous on a des microprocesseurs de folie à des gigahertz dans nos poches et tout. Bah voilà, au début c'était ça. Alors vous avez peut-être connu ça quand même, les disquettes. Non, moi oui. Voilà, c'est pour les plus vieux, bienvenue dans le club des vieux. Voilà. Moi quand j'étais jeune, j'ai connu ça. Et quand on installait Word et tout, il y avait 25 disquettes comme ça. Il fallait les mettre, ça plantait au milieu. Enfin bref. Alors moi pour le coup, j'ai connu ça. Donc 1,4 mégaoctets.
Pareil, c'était le top du top. Après, il y a eu des listes externes, etc. Mais... C'est oui, il y avait les grandes, exactement. J'en ai pas retrouvé. Si vous en avez, j'achète. Parce qu'on les a toutes jetées pour le coup, elles étaient toutes pourries. Mais oui, les 5 pouces 1 quart, exactement. Oui, j'ai vu ça avec le truc. Ouais. Donc, parce qu'une fois, un étudiant m'a demandé, ouais, mais pourquoi l'icône, vous savez, dans Sauvé, dans tous les logiciels, en fait, l'icône, c'est ça. Hein, donc, la bande magnétique, elle est à l'intérieur, ça tourne, avec ce petit truc. Bon, là, l'accès est rapide, donc vous n'avez pas besoin de mettre le nombre de mètres, etc. Donc, ouais, il y a quand même des progrès. Alors maintenant, évidemment, n'en parlons pas. Alors, il faut des choses techniques, il faut aussi des théories. C'est-à-dire que là, les découvertes et les recherches, on ne les fait pas comme ça au petit bonheur, en disant, tiens, je vais regarder dans le ciel un truc, et je vais découvrir, je sais pas, une nouvelle planète, et tout. Non, c'est pas du tout comme ça. Vous avez une partie théorique, donc la relativité générale, on vient un petit peu d'en parler. Vous avez des prédictions théoriques, hein, on croit que l'astrophysique, c'est un petit peu des découvertes comme ça. Bah non, il y a vraiment des prédictions qui sont faites, et des observations qui sont faites ensuite pour les confirmer ou les infirmer. On ne peut pas faire d'expérience en astrophysique, hein, on ne peut pas faire de Big Bang, de création de planètes voilà, dans une salle, même. Voilà. Donc on utilise des simulations numériques, mais les simulations numériques ne traduisent que notre méconnaissance, parce qu'elles ne marchent pas très très bien. Donc on met toute la physique qu'on connaît, on fait tourner, on voit que ça ne marche pas très bien. Donc on apprend des choses, bien sûr, hein, voilà, mais c'est pas suffisant. Donc on utilise l'univers comme laboratoire, comme espace de découverte. Et c'est pas simple parce qu'on doit à la fois découvrir des nouvelles choses et puis confirmer les lois qu'on a estimées et on ne sait pas si elles sont vraies. Donc il y a plein d'inconnus. Alors pour parler de gravité, c'est ce que mes étudiants de L2 ont fait. Je leur ai posé la question, bah, pourquoi Thomas Pesquet, quand il est dans l'espace, parce qu'on a eu un contact avec Thomas Pesquet en direct il y a quelques temps, pourquoi il flotte, hein? Alors, au début, ils m'ont répondu, bah, parce qu'il y a moins de gravité. La mauvaise réponse, parce qu'à 400 km, il y a autant de gravité que nous, à peu de choses près. Ce qui vole, Thomas Pesquet est à 400 km, enfin était à 400 km de nous, donc la gravité est quasiment la même. Donc j'aurais dit, bah, trouvez-moi un truc pour m'expliquer que voilà, Thomas Pesquet est bien en apesanteur, mais il est soumis à la gravité. Donc ils ont trouvé, ils ont fait cette petite vidéo, donc il y a plus Playmobil in Space, hein, pour ceux qui connaissent Pigs in Space, peut-être que une jeune audience n'a pas cette référence, des Muppet Show, enfin peu importe. Vous tapez Pigs in Space, vous verrez des trucs. Et donc, avec une boîte, une caméra et voilà, un peu de savoir-faire, vous mettez des Playmobil dans l'espace, alors sur Terre, mais c'est le même principe. Donc, il faut un principe théorique pour expliquer ça. Expliquer la microgravité de Thomas Pesquet ou des autres astronautes dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, ou expliquer les petits Playmobil in Space, il faut avoir une théorie de la gravité, faire le bilan des forces, et enfin voilà, c'est de la physique de base. Donc là, ils montraient comment ils ont fait, et donc voilà, comment ils faisaient. D'ailleurs, c'est l'IAS, c'est juste derrière, sur le campus d'Orsay, verdoyant, avec Chevreuse, le beau campus d'Orsay. Donc là, et donc, dans cette phase de parabolique, hein, vous êtes en apesanteur. C'est comme les avions 0G. Alors, un autre aspect pour parler de théorie qui va être nécessaire dans tout ce qu'on va faire, il y a la version donc BD en bas avec Gottlieb, avec la découverte de la gravitation universelle par Newton, si vous connaissez. Et puis en haut, il y a le prix Nobel, Jim Peebles, qui a le prix Nobel il y a peu de temps, en 2019 avec d'autres. Et Jim Peebles, c'est un des grands noms de la cosmologie, c'est lui qui a des théoriciens. Il a vraiment mis en forme toutes les connaissances disparates qu'on avait pour faire un modèle assez cohérent de matière noire, d'énergie sombre, et le modèle qu'on appelle le modèle cosmologique normal, on appelle ça modèle de concordance, lambda CDM. Lambda pour la constante cosmologique qui traduit une expansion accélérée de l'univers, et CDM pour cold dark matter, donc matière noire froide, qui est le modèle qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est le moins pire des modèles qu'on a. Alors, il explique comment, en fait, on arrive à établir une science de consensus. Alors, je pense que vous êtes au courant, mais enfin, apparemment, dans les médias, ils ne sont pas encore au courant, ni certains politiques, je vais bien le rappeler. Il dit qu'on fait des progrès avec des idées qu'on pourrait traduire ici par des hypothèses plus ou moins farfelues, et des mesures. Mais dès le début, dès les premiers mots de la phrase, il dit il y a une partie théorique et une partie mesure. Et ces deux-là, ils inspirent, enfin, les mesures, elles
Elle s'inspire et elle défie ses hypothèses et ses idées. Déjà, on voit qu'il y a une notion de défi et d'attaque entre les deux. Et c'est un processus répété, avec des checks répétés, des vérifications répétées, et des approximations successives. On n'arrive jamais à une théorie nickel du premier jour, dès le premier jour. Ça, il y a des raffinements qui sont effectués. Si vous avez la théorie du tout d'un coup, bravo, mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe d'habitude. Et quand vous avez ces approximations et ces tests répétés, tout cela peut se réduire à quelques idées. Enfin, ces quelques idées se réduisent à des théories qui finalement, elles sont tellement testées qu'elles sont qualifiées, un peu comme des championnats, qualifiées pour devenir la science canonique établie, la science consensuelle qu'on estime aujourd'hui. Donc, vous êtes au courant de cette démarche, mais en fait, c'est vrai, c'est vraiment comme ça que ça marche. Et donc, c'est tout à fait possible d'avoir des dissensus sur certains points. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, etc. Et c'est tout à fait normal, au contraire, parce qu'il y a des approximations, il y a des tests, et puis on arrive à un niveau de maturité, et rarement tout le monde est d'accord. Même s'il y a des majorités. Alors, en physique, on aime bien aussi avoir une ambition qui est d'avoir une explication simple pour de nombreux phénomènes. Si on a une théorie pour chaque phénomène, c'est probablement pas de la science. On aime bien avoir des forces fondamentales, par exemple gravitation, etc. Et donc on veut comprendre la structure, l'évolution des lois physiques fondamentales qui régissent l'univers et ses constituants. Alors quand on va sur Mars, ou quand on survole Pluton, ou quand on observe le Soleil, c'est évidemment pour comprendre le détail de n égale 1 objet, mais on veut surtout mettre ça dans un contexte plus large. Vous savez peut-être que le réchauffement climatique qu'on observe sur Terre est modélisé par le GMC, modèle de circulation générale du climat. Ben, figurez-vous que ce modèle, il est validé sur Vénus et sur Mars. Comment voulez-vous le valider sur Terre? Enfin, ça marche, mais vous n'avez qu'un point de mesure et vous ajustez votre modèle dessus, et donc vous êtes content, mais ça marche toujours. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont validé le modèle sur Mars et sur Vénus, et bientôt sur les planètes géantes, en évidemment prenant en compte les différences de gravité, de composition, d'exposition au Soleil, etc. Et ils ont vu que ça marchait, ça correspondait exactement à ce qu'on observait. Donc, indépendamment du détail des objets que chacun des scientifiques observe, etc., il y a un côté très global qui nous intéresse. Alors, c'est illustré par cette image. À gauche, vous avez le Soleil, aujourd'hui, pris par un astronome amateur, d'ailleurs. Donc, le Soleil, c'est quoi? C'est de l'hydrogène, essentiellement, 15 millions de degrés au centre, 6000 à la surface, et des vibrations. Le Soleil vibre à sa surface, un peu comme l'eau d'une casserole que vous faites bouillir, il y a de la convection, etc. Donc ça vibre. Il y a des vibrations. Et c'est un plasma chaud qui vibre, en fait. Il y a des modes à 5 minutes, etc. Et à droite, l'image que j'ai montrée, qui n'a rien à voir, mais qui se ressemble juste d'un point de vue esthétique, c'est le fond cosmologique de l'univers, c'est-à-dire la première lueur de l'univers, en fait. C'est tout l'univers tel qu'il était dans sa prime jeunesse, 380 000 ans après le Big Bang. Avant, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir parce que c'est comme le Soleil, on ne peut pas voir à l'intérieur. On ne peut pas voir à l'intérieur du Soleil parce que c'est opaque. C'est tellement chaud que les électrons et les photons sont imbriqués. C'est le principe du plasma. Et donc, la lumière diffuse sur les électrons. Et donc, vous avez beaucoup de lumière, mais vous n'y voyez rien parce que la lumière, elle met 100 000 ans à sortir à peu près. Alors que ça fait que 700 000 km de diamètre. Donc, si vous calculez la vitesse, c'est faux parce qu'en fait, la vitesse se balade quand même à la vitesse de la lumière. Mais si vous faites juste le rayon du Soleil divisé par le temps, vous obtenez la vitesse d'un escargot pour que la lumière sorte du Soleil. Alors elle fait beaucoup plus de kilomètres que juste le rayon. Mais c'est ce qu'on appelle la diffusion. Donc c'est opaque à l'intérieur, donc on ne peut pas voir. Pareil pour le fond cosmologique et l'univers au début. On ne peut pas voir au-delà, ou dans des temps plus reculés, parce que l'univers était opaque, il était trop chaud, trop dense, et les électrons diffusaient la lumière. Et l'univers vibre aussi. L'univers vibre, enfin vibrait en l'occurrence, et c'est les petits points qu'on voit, c'est des petites variations de température. L'univers vibrait, je reviendrai à la fin, parce qu'il y avait compétition entre la gravité qui pousse à se condenser, dès qu'il y a de la matière dans l'univers, dans l'espace plus ou moins vide, ça attire. Et puis une force concurrente, de l'autre côté, qui est la pression de radiation. Quand vous avez un plasma et que les électrons et la lumière est couplée, si vous couplez trop de lumière, la lumière refuse de se laisser enfermer et pousse de l'autre côté. Donc vous avez vibration.
Et bien, ces vibrations du Soleil et du fond cosmologique au début sont régies par la même équation. Là, je ne ferai plus de seule expérience aujourd'hui. C'est la même équation qui régit l'équation qui régit le mouvement de ce pendule. Galilée 1610, résolu par Galilée 1610, quand il s'ennuyait dans son église. Il s'ennuyait, il regardait les lustres pendus et il a fait la relation entre la période de rotation et la longueur de la ficelle. Et il a résolu le problème de l'oscillateur harmonique. Donc c'est exactement la même équation de l'oscillateur harmonique qu'on vient de voir avec le pendule ou Galilée, avec les vibrations du Soleil, les vibrations de l'univers à l'origine, ou les vibrations des... l'oscillateur harmonique, vous le retrouvez dans l'atome d'hydrogène, vous avez peut-être déjà fait ça dans votre vie. Hein, si vous faites l'atome d'hydrogène en mécanique quantique, vous obtenez un oscillateur harmonique. Alors, la résolution de mécanique quantique est légèrement différente de la physique classique, mais c'est exactement le même principe. Donc c'est la même équation. C'est ça qu'on aime en physique. C'est que vous avez des phénomènes de nature complètement différente. Hein. Là, vous avez de matière noire à droite, des énergies absolument colossales et tout. Là, vous avez juste une étoile, et puis bon, bah là... l'énergie du pendule, elle est minuscule hein, dans le champ gravitationnel terrestre. Mais vous voyez que c'est la même équation. Et les lois physiques sont exactement les mêmes. Il y a juste les termes devant, les facteurs qui changent. Évidemment, hein, on ne compare pas la matière noire avec le pendule, hein, mais la forme de l'équation, de l'équadif, est exactement la même. Donc c'est ça qu'on aime en physique, c'est avoir cette démarche. Alors je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais vous parler un tout petit peu des détecteurs que l'on utilise en astrophysique. On a vu dans une des premières images que c'était important de bien détecter les lumières. Alors je ne parlerai pas de télescopes au sol, ni des télescopes dans l'espace trop longtemps, mais je peux vous en parler dans les questions, il n'y a pas de souci. Ni de théorie et de puissance de calcul qui nous permettent de faire plein de choses. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction. Mais j'ai décidé de choisir des thèmes à évoquer, donc l'exploration du système solaire, les exoplanètes, la formation des systèmes planétaires, un petit mot de trou noir, les galaxies, matière noire, rayonnement cosmologique et extension de l'univers. C'est un avis complètement biaisé de ce qui s'est passé durant les dernières décennies. Alors les détecteurs, on a vu que c'était essentiel pour détecter la lumière et donc faire de la science tout de suite. Là, je vous montre deux images que j'aime bien. C'est celle de Ball Aerospace il y a quelques années. C'est la caméra SIS sur le télescope spatial Hubble, juste avant justement la dernière mission du Space Shuttle pour monter cette caméra. Donc elle n'est pas très grande, hein, elle fait, alors je ne sais plus combien de pixels elle est là, mais voilà. Mais comme vous le savez peut-être, l'environnement spatial est extrêmement contraignant, très chaud d'un côté, très froid de l'autre. Bon, le vide, ça c'est pas très gênant, mais c'est surtout le côté thermique qui est absolument terrifiant, et puis les vibrations au décollage. Donc le côté thermique et le côté vibration est absolument, c'est ça qui dimensionne nos instruments. Ça c'est dans l'espace à gauche. Et puis à droite, c'est la caméra française, on peut le dire, hein, du CEA, qui a fait des images extraordinaires, qui s'appelle Megacam, toujours au télescope CFHT, là, à Hawaï, des images extraordinaires. Je ne sais pas si vous connaissez j'aurais peut-être dû en apporter le calendrier du Canada-France-Hawaï Télescope avec des images sublimes. C'est mon collègue du CEA qui est à Paris-Saclay, qui est juste à côté de l'IS, qui fait ces images au CFH avec toujours cette caméra qui est toujours en fonctionnement. Maintenant, on a des plus grandes caméras. Et puis, alors, le top du top, c'est celle-là. C'est celle qu'on va envoyer dans l'espace dans 1 an et 2 mois. C'est le satellite Euclide de l'Agence spatiale européenne, avec la plus grande caméra jamais lancée. Vous avez vu la taille, hein, 600 millions de pixels, 36 CCD de 4K, ITV, pour ceux qui connaissent. Un monstre, alors l'électronique je ne vous raconte pas, la télémétrie je ne vous raconte pas, etc. Donc c'est fait avec le CEA et les British. Et nous aussi on a fait, nous à l'IS, on n'a pas fait cette partie-là, on a fait la partie étalonnage avec une norme de calibration. Et donc ça va partir en avril de l'année prochaine, dans la Lagrange L2. Alors techniquement c'est pas la plus grande caméra envoyée dans l'espace, c'est celle de Gaia. Gaia pour mesurer la position des étoiles et leur distance. Mais alors, la ruse, c'est que Gaia, donc il a un détecteur beaucoup plus grand. Mais pour l'imagerie, ils n'utilisent qu'une plus petite partie que nous. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la plus grande caméra, même si ce n'est pas le plus grand nombre de pixels envoyés dans l'espace. Et Gaia utilise les autres parties du détecteur pour faire de la spectroscopie. Donc en fait, ils ont découpé leur super grand détecteur, faire de la spectro, l'imagerie, etc. Et la partie imagerie est plus petite que la nôtre.
Et avec ça, on va détecter des demi-heures de galaxies, j'y reviendrai à la fin. On parlait là du domaine visible. Là, je vous parlais du domaine que je connais un petit peu mieux. Quand je bossais à la NASA il y a quelques années, j'ai travaillé sur le site de Spitzer, qui a fait des belles choses. En tout cas, moi, j'étais très content. Et j'ai travaillé notamment sur cette caméra, qui était faite en Arizona, là où je travaillais. À l'époque, c'était le top du top, à 70 microns. Donc, on est vraiment dans l'infrarouge très lointain. Là, on ne parle pas de 2 microns, 3 microns. Là, on est carrément... Il y a très peu d'équipes qui savent faire ça. Et c'était le top du top, 32 par 32 pixels. Et moi, j'ai fait ma thèse, alors je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais j'ai fait ma thèse, fin des années 90, sur le télescope qui a tout révolutionné, qui s'appelait ISO, Infrared Space Observatory, qui était de l'Agence spatiale européenne. Et la caméra que j'ai utilisée, qui était une caméra allemande, il y avait 9 pixels. Et avec 9 pixels, j'ai découvert des centaines de galaxies. Donc on peut quand même faire des trucs avec 9 pixels. En fait, la caméra avait deux canaux. Le canal à 90 microns qui faisait 9 pixels, et en fait, j'ai fait ma thèse sur 4 pixels à 170 microns. Donc, on peut se dire, comment on peut faire ça? Bah, en fait, si on peut faire de la super science avec juste quelques pixels. Voilà. C'était vrai avant, maintenant on fait plus de pixels. Mais... Donc, 32 par 32. Et puis, quelques années après, nous, les Européens, on a envoyé Herschel dans l'espace. Et là, tout de suite, il y avait des 256 au carré x 8. Donc, tout de suite, on a mis beaucoup plus de pixels parce que la techno était possible. Et le satellite Planck, vous pouvez voir à l'IAS si vous venez à Orsay, vous pouvez voir l'instrument. Hein. Vous savez peut-être que dans le spatial, on construit plusieurs instruments, hein, un modèle mécanique qui sert à vérifier que les requirements, enfin les exigences en termes de vibration sont respectées. Ensuite, on met l'optique, on met l'électronique, on met tout. Et c'est ce qu'on appelle le modèle de qualification. C'est ce modèle qui est vraiment étalonné, qui est aussi un peu martyrisé, donc c'est celui-ci. Enfin, non, ça c'est le modèle de vol, mais bon, il est dans l'espace. On a le modèle de qualification, que vous pouvez voir dans le hall du labo. Et puis le modèle de vol qui est à l'identique, que l'on teste un tout petit peu moins, on le martyrise moins, parce qu'on veut quand même qu'il résiste au lancement et tout. Et c'est lui qui est dans l'espace. Donc il y a souvent un modèle de qualif qui est présent. Et les plus grandes découvertes qu'on a faites sur Mars ont été faites par le modèle de qualification, parce que le modèle de vol a été initialement perdu à cause du 3e étage de la fusée russe, qui n'a pas marché, donc ils sont retrouvés au fond du Pacifique. Donc, le modèle de qualification est tout à fait opérationnel quand c'est nécessaire. Et donc, satellite Planck, donc prouesse technologique majeure, refroidi à 0,1 Kelvin dans l'espace, évidemment. 50 bolomètres seulement, 50 détecteurs. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, 52 bolomètres, mais il n'y en a que 50 qui voyaient le ciel. Et d'ailleurs, le titre de mon bouquin que j'ai proposé à mon éditrice, c'était 52 nuances d'univers avec Planck. Mais elle n'a pas voulu. Donc, moi, je trouve que c'est très bien comme titre de livre. Mais apparemment, le marketing, là aussi. Avec 52 bolomètres, on a réussi à voir l'origine de l'univers. Alors, on parle de science. L'origine du système solaire provient d'observations de petits corps, comme les comètes, les astéroïdes, etc. Donc, mon labo est spécialiste notamment d'aller sur les comètes, hein, puisque la première fois que l'humanité s'est posée sur une comète, c'est le robot Philae, la mission européenne Rosetta. Et donc, l'image que vous avez ici, vraiment du sol de la comète, a été prise par nos caméras, qui ont été faites chez nous. Donc, pareil, si vous venez visiter, on a une maquette grandeur 1, et puis on a le modèle de qualification de ces caméras. Elles sont toutes petites. Hein. Alors, il faut savoir que Rosetta a été lancée de mémoire en 2004, et est arrivée en 2014 sur place. Et donc, les instruments ont été livrés à la fin des années 90. Les instruments livrés, c'est livré à l'agence spatiale et à l'industriel, qui eux font l'intégration. Nous, on ne construit que la partie noble, j'oserais dire, sur la partie scientifique. Tous nos instruments spatiaux sont des prototypes. Il n'y a pas un truc qu'on achète, on dit je vais détecter le rayonnement millimétrique du fond cosmologique à 10,6 près, facile. Non, il n'y a que nous qui savons faire. Voilà. Donc nous, on construit les caméras, les instruments scientifiques. Ensuite, on vide ça à l'industriel. Évidemment, tout est fait en cohérence. Et c'est lui qui intègre ça dans le satellite. Et c'est lui qui fabrique les panneaux solaires, les disques durs, le contrôle d'altitude, enfin tout ça. Ça, c'est pas nous, les scientifiques, qui ont ce boulot-là. C'est l'Astrium et Thales. Donc, alors pour revenir à l'idée, donc les caméras qui ont fait ces photos extraordinaires en 2014, elles ont été conçues dans les années 90. La taille du CCD, c'est 400 par 600 pixels. Donc, vous voyez que les meilleures images de la comète qu'on ait jamais obtenues sont prises avec un détecteur qui est, selon les standards aujourd'hui, complètement pourri, puisque dans vos smartphones,
vous avez des milliers, ou même des millions de pixels maintenant. Là, vous avez que 400 par 600. Et ça fait quand même de la bonne science, parce que le truc est validé. Parce que si vous aviez envoyé votre smartphone dans l'espace, en gros, en 1 seconde et demie, il aurait complètement fondu d'un côté, gelé de l'autre, enfin, même pas en rêve, quoi. Le rayonnement cosmique aurait flashé la mémoire toutes les fractions de seconde. Donc, voilà, même pas en rêve. Donc, c'est un peu bourrin comme techno. C'est dépassé parce qu'il faut une quinzaine d'années entre le moment où c'est décidé et où ça vole, parfois même 25 ans. Mais quand ça vole, c'est sûr. L'autre exemple que j'ai, c'est pour Chandra, donc le satellite Ariane X de la NASA. Nous, les Européens, on avait fait XMM Newton avant, et donc les Américains ont fait mieux, puisqu'ils sont arrivés après. Donc ils ont un super détecteur. Enfin, même en spectro, c'est XMM qui fait toujours mieux. Mais en imagerie, Chandra fait mieux. Et à un moment, ils avaient le choix entre deux technologies. Une technologie qui était connue, etc. Et puis une nouvelle qui venait de sortir, avec des super détecteurs et tout. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le nouveau et tout? Ils se sont dit, on va assurer le coup, on va prendre la plus vieille technologie qui était éprouvée et on continue le projet. Eh bien, on a pris, parce qu'ils ont découvert plusieurs années après, que si ce détecteur avait été dans l'espace observé, en quelques semaines, il serait devenu opaque et aveugle. Donc, il vaut mieux envoyer un truc un peu moins chiadé, mais dont on est sûr à 200%, plutôt qu'un truc tout nouveau, tout bien, qui fait tout, et puis ça se trouve, on prend trop de risques et on peut pas le changer. Donc c'est toujours ce rapport qu'on fait, coût-bénéfice, dans le spatial scientifique, hein, je ne parle pas du spatial, voilà, rien d'espace, industriel, etc., où les contraintes sont différentes. Là, le scientifique, il n'y a même pas le droit à l'erreur, même pas en rêve. Donc tous nos instruments ont eu, ont dépassé les exigences et ça a toujours très bien marché parce qu'il y a des marges comme ça qui sont prises. Donc voilà, donc il y a le noyau de la comète qui a été pris, on s'est posé, et les collègues ont réussi à trouver la composition des poussières, la composition de l'eau sur cette comète, qui est différente de celle des océans terrestres. Et donc, le mystère reste entier de l'origine de l'eau sur Terre, même si elle est partout dans l'univers. Il y a l'astéroïde Ryugu qui a été visité par les Japonais, et avec une mission extraordinaire, Hayabusa 2. Donc, vous avez peut-être vu l'épopée, hein, il a envoyé des petits trucs pour faire un petit cratère, ensuite il est venu, il a absorbé des poussières, etc. Il a fait ça plusieurs fois, il est revenu sur Terre, il a lancé son petit module dans le désert australien, et puis lui il est reparti vers un autre astéroïde. Enfin, là, les Japonais sont hyper bons. Et donc nous on analyse à l'IS des grains cométaires, parce qu'on collabore avec eux, puis j'ai des collègues spécialistes. Donc ils sont en train d'étudier, ils commencent à publier donc, la première analyse de grains extraterrestres de cet astéroïde par nos collègues chercheurs et ingénieurs. J'ai des collègues qui travaillent aussi sur le Soleil et la planète Mars. Alors je suis un peu moins spécialiste, je ne pourrais pas trop vous en dire, mais voilà, il y a des actualités toujours récentes sur cette analyse, et toutes ces analyses sont rendues possibles grâce à nos instruments qu'on a envoyés sur Mars ou au point de la Lagrange L1 pour observer le Soleil. Alors les exoplanètes, l'histoire est quand même assez rigolote, vous en avez peut-être entendu parler. C'était Mayor et Kellogg's qui, donc c'était en 95, avant 95, hein, on avait découvert 0 exoplanète. On imaginait bien que ça existait, mais on en savait. Eux, ils étaient intéressés plutôt sur certains types d'étoiles, et donc ils avaient besoin de mesurer très précisément le flux des étoiles. Et donc ils ont pris 51 PEG, là, donc le télescope de l'EHP, observatoire de Provence, et l'instrument a été construit par les collègues de Marseille, du laboratoire d'astro de Marseille. Et donc ils observent, et puis ils observent une variation régulière. Ils ont replié la phase, hein, plusieurs cycles, ils ont replié, et ils se rendaient compte que l'étoile bougeait d'à peu près 50 mètres par seconde, enfin 60, 50 mètres par seconde, en quelques jours, 4 jours de mémoire. Donc vous avez une étoile, l'observation vous dit juste que l'étoile par rapport à vous, elle fait ça. Elle circule et elle avance. Ça dit juste ça. Alors ils ont tourné le truc dans tous les sens et tout, et ils se sont dit, la seule explication qu'on ait, c'est qu'il y a une exoplanète autour, et vous avez fait de la mécanique dans votre vie, mécanique du point, hein. Quand vous avez un système à 2 corps, tout tourne autour du barycentre du système à 2 corps. Donc dans les systèmes solaires, la masse du Soleil est tellement grande et la masse des planètes tellement petite que le barycentre est proche du centre de l'étoile. Mais il se peut que si vous avez une grosse planète et une petite étoile, le barycentre soit pas au milieu, mais plus éloigné. En fait, c'est ce qu'ils observent. Ils observent le mouvement de l'étoile autour du barycentre, étoile plus planète. Retentissement majeur, parce que la planète, elle est grosse, c'est une type Jupiter, et elle tourne en 4 jours.
Hein, la Terre, c'est 1 an, vous le savez. Mercure, c'est 88 jours. Alors Jupiter, c'est 10 ans, je crois. Enfin, je sais pas trop. Donc là, 4 jours. Le truc était même pas prévu par la théorie. Toutes les théories de formation des systèmes planétaires disaient que vous formez des planètes géantes très loin, parce qu'en gros, il n'y a que l'hydrogène et tout, donc si vous mettez trop proche, ça se souffle. Et il reste que des éléments lourds pour former des planètes telluriques devant. Voilà. La première exoplanète qui est découverte, c'est le Jupiter à 4 jours seulement. Donc elle ne devrait même pas exister, en fait, théoriquement. Donc je peux pas. Moi j'étais en DEA à l'époque, hein, c'était en M2, équivalent du Master 2. Retentissement majeur, hein, parce que les profs étaient en train de nous dire bah ouais, le système solaire, c'est le seul qu'on connaisse et c'est comme ça qu'il s'est formé et on pense que c'est la bonne théorie. Et à côté, il y a eux qui disaient bah on n'en sait rien, mais nous, ce qu'on découvre, ça n'a rien à voir avec ça. Donc retentissement majeur. Donc Mayer et Kello ont eu le prix Nobel il n'y a pas longtemps, en 2019, pour cette découverte effectivement majeure, parce qu'on est enfin passé, disons, du fantasme de la pluralité des mondes à quelque chose de réel. On a enfin découvert les détails. Et puis le Jim Gibbs, j'en ai déjà parlé sur la partie cosmique. Alors voilà le panorama des exoplanètes aujourd'hui, même si ce graphe date d'il y a quelques années. On met les exoplanètes selon 2 axes. L'axe horizontal est la masse, donc petite planète à gauche, planète massive à droite. Et puis sur l'axe Y, la distance à l'étoile. Chaude en haut, ou froide, zone froide, enfin, vous êtes loin de votre étoile en bas. Alors, les images sont évidemment des images d'artistes. Hein. Et donc le nombre correspond au nombre d'exoplanètes découvertes il y a quelques années. On en connaît aujourd'hui plus de 4000, hein, mais là il y en avait un peu moins en 2000, je ne sais pas combien, 2018. Et le nombre vous dit combien vous avez d'exoplanètes. Alors ce qui est rigolo, c'est que ce sont les plus massives et les plus proches de leur étoile qui sont les plus nombreuses. Donc en complète contradiction avec les modèles de formation des systèmes planétaires, de la théorie qu'on avait auparavant. Donc les collègues, en particulier à Nice, qui sont spécialistes de l'eau, ont dû tout revoir et ils ont trouvé la solution. La solution, c'est qu'effectivement, les planètes géantes se forment loin de leur étoile, parce qu'on ne sait pas faire autrement. En gros, l'hydrogène est dispersé et donc on ne peut pas, à cause du vent solaire, de la chaleur, etc., c'est pas possible. Donc ça se forme loin. Et par contre, comme il reste du gaz et tout, il y a un phénomène de migration des planètes. Et les planètes se mettent à migrer et à être très très proches de leur étoile. Et dans ces conditions, elles peuvent survivre. Enfin, de toute façon, on est obligé parce que c'est ce qu'on observe. Mais en tout cas, même la théorie maintenant montre que ça marche. Donc, vous voyez, toute la théorie a dû être reprise. Et on doit, nous, notre salut sur Terre grâce à Saturne. Parce que Saturne a empêché Jupiter de migrer vers une orbite encore plus petite que celle de Mercure. Parce que s'il avait migré, elle aurait tout absorbé sur son passage. En fait, voilà, merci Jupiter. On peut survivre grâce à elle. Sinon, on aurait été tout absorbé. Alors, il y a aussi un côté statistique qui est très intéressant. Parce que là, en gros, si vous deviez faire un modèle ou une théorie de formation des systèmes planétaires, a priori, vous avez envie de reproduire le fait qu'il y ait beaucoup plus de planètes massives et chaudes que de planètes peu massives et froides. Alors, ça, je fais une petite parenthèse, qui est l'effet de sélection. Donc, petite parenthèse, ouverture de la parenthèse. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains envoyaient des bombardiers sur l'Allemagne nazie, et certains revenaient, d'autres pas. Et ils en avaient marre d'avoir une... Au début, je crois qu'ils perdaient 70% des avions. C'est quand même compliqué. Donc ils se sont dit, bah, on va étudier pour comment mieux blinder nos avions, sachant qu'on ne peut pas rajouter indéfiniment du blindage, parce qu'après l'avion devient lourd. Donc là où on en met, il faut en enlever ailleurs. Donc ils ont fait une étude des impacts de balles sur les avions, et ils ont demandé à des matheux de leur fournir une suggestion, enfin un plan pour mieux protéger leurs avions en termes de blindage. Même si les militaires avaient une idée, ils disaient okay, on va vous filer ça aux les mathématiciens, mais en fait on a une idée, c'est juste pour confirmer qu'il faut mettre le blindage là où il est. Parce que c'est assez évident. Et donc le mathématicien réfléchit, etc., enfin l'équipe, et ils reviennent en disant, mais pas du tout. En fait, les données nous disent qu'il y a des impacts là où il est en rouge, mais les données ne nous disent pas autre chose. Enfin, il manque des données. Quid des avions qui ne sont jamais revenus? On n'a pas de données. Donc là, en fait, l'échantillon est biaisé vers les avions qui sont retournés. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé sur les avions qui ne sont pas venus.
Et ça, c'est une donnée qui est connue. Enfin, on sait qu'ils ne sont pas revenus. Donc, évidemment, ceux qui ne sont pas revenus, ils ont probablement été touchés sur les moteurs. Enfin, bon, moi, je ne suis pas ingénieur, mais enfin, j'imagine bien que... Et donc, il a proposé l'inverse. Il a dit qu'il faut protéger là où il n'y a pas d'impact. Effet de sélection, on appelle ça. Ou biais du survivant, il y a plein de termes. Mais nous, en science, on a ça tous les jours. Fin de la parenthèse. Je reviens à ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un effet de sélection là-dedans? Ben si, il y a un effet de sélection. Évidemment. Donc les données sont nickel, hein, c'est le meilleur, c'est le top du top, il n'y a pas de souci, les gens ont très bien bossé et tout, mais il n'y a que des détections ici. Les non-détections, on ne les représente pas. Les non-détections, c'est-à-dire que c'était trop faible pour être détecté, hein, par le télescope, par la caméra, que sais-je. Et on se rend compte qu'en fait, les non-détections, elles vont intervenir dans cette zone-là. Parce que c'est ce qui est le plus difficile à détecter. Une planète peu massive, déjà, ne provoque pas un décalage de son étoile très, très fort, mais si en plus elle est très lointaine, alors là, elle va quasiment rien. Donc là-dedans, il y a caché, il y a convolué, si on parle un peu plus précisément, un effet de sélection monstrueux, un biais monstrueux. Donc si vous voulez faire une théorie, vous pouvez, mais faites gaffe, sachez qu'il y a un biais là-dedans. Donc ce que font les gens, c'est qu'on fait des simulations, donc on met la physique qu'on croit bonne, ouais, on fait ce qu'on peut, hein. On fait des simulations de comment devrait être l'univers. Ensuite, on fait des simulations d'observation pour reproduire cette table. Je simplifie, hein, mais vous voyez l'idée. Et une fois qu'on a ça, on se dit, OK, je pense que mon modèle sous-jacent avant l'observation est le bon. Donc ma théorie, j'essaie de retrouver ce que ma simulation initiale avait montré. Mais en vrai, on n'en sait rien. C'est ça la recherche, c'est ça qui est cool. C'est qu'il n'y a personne qui le dit, t'as bon, t'as pas bon, etc. Donc on cherche et on est un peu dans le brouillard, mais il y a des collègues qui ont plus ou moins les mêmes idées, donc soit on se trompe tous en même temps, soit on a tous raison, ou soit il y en a qui ont raison avant, etc. Donc il y a un côté absolument fascinant qui est de découvrir des trucs que personne n'a jamais encore découvert, sachant qu'on a 9 chances sur 10 de se planter. Donc il faut aussi, nous, avoir une démarche en disant, bon, bah, j'en sais rien, mais j'ai quand même des garde-fous qui me disent que, a priori, j'ai pris une bonne méthode et a priori, les hypothèses que j'ai prises, elles ne sont pas débiles. Et ça, c'est super rigolo. Alors, c'est déstabilisant. Parfois, une fois, j'ai eu un stagiaire de l'X qui est venu. Et pendant 2 semaines, même pendant un mois, il était complètement déstabilisé. Parce que c'était pas petit A, petit B, petit machin, c'était, bah voilà, il y a des données qui sont imparfaites, il y a un problème qui est imparfait, débrouille-toi, et il était complètement perdu. Alors après, ça va, il s'est bien récupéré, il a fait une très bonne thèse après, mais c'est un état d'esprit qui peut être dérangeant, voilà. Moi, je dis pas que je suis bon, mais je suis complètement à l'aise là-dedans. Avoir des problèmes mal posés, un puzzle avec 2000 pièces, avec 2 pièces seulement, non problème. Pareil, on ne sait pas si on a bon, hein. Mais par contre, on a une méthodologie, on a un état d'esprit, on a des checks réguliers qui nous rendent complètement à l'aise. Et puis, si on se trompe, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de voir, c'est d'être honnête intellectuellement et d'être carré scientifiquement. Après, on se trompe tous. Hein. L'avantage de l'astrophysique par rapport à la médecine, machin, c'est que si on se trompe, tout le monde s'en fout en astrophysique. Alors que si je suis médecin, il y a un petit peu plus de contraintes. Alors, cet observatoire de l'OHP, j'y vais avec mes étudiants. C'est l'image que j'ai prise quand j'étais avec eux. On y va chaque année. Et alors j'ai une vidéo, mais bon, je n'ai peut-être pas le temps de la passer. Et je peux la passer en tant que je parle. Et donc les étudiants, alors ils n'utilisent pas le télescope qui a été utilisé par Mayor et Kellos, parce que voilà, celui-là est très précisé, mais on utilise d'autres. Alors c'est celui-ci, le télescope de Mayor et Kellos, qui servait à découvrir la première exoplanète, et puis d'autres entre-temps. Et donc les étudiants, ils utilisent les télescopes comme ça, le 80 ou le 120. Et pendant une semaine, ils mènent des projets scientifiques sur les exoplanètes, les galaxies, etc. Donc ça, c'est si vous faites le master d'astrophysique. La formation des systèmes planétaires. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair dans les exoplanètes et dans la complexité, on commence à avoir des observations au sol avec le radiotélescope ALMA, qui est un programme joint entre les US, le Japon et l'Europe, dans le désert d'Atacama, Chili. Donc une 60aine d'antennes qui observent dans les zones millimétriques, donc très très froides, qui permettent de pénétrer vraiment les cocons de poussière où se forment les étoiles, puis les galaxies dans certains cas. Donc là, vous êtes dans une nébuleuse,
Donc, vous ne pouvez rien voir en optique, parce que c'est tout brillant et tout absorbé, ça ne dépend de regarder. Et là, ils ont découvert un disque autour d'une étoile avec des sillons. Et ils pensent que c'est une validation des mécanismes de formation des systèmes planétaires. Parce que quand vous commencez à former un planétissimo, donc les prémices des planètes, la première condition, c'est que vous fassiez le ménage sur votre orbite. Vous accrétez toute la matière. Et une fois que vous avez fait le ménage sur votre orbite, et ben, tout le reste se dissipe. Alors, soit vous migrez, donc vous ramassez la mise, tout le monde, soit vous restez sur votre orbite, et puis, pourtant, le gaz se dissipe quand même. Et donc, ces sillons sont la preuve qu'il y a des choses qui tournent et qu'on fait le ménage sur leur orbite. Et ça, c'était une prédiction théorique majeure. Et en fait, ça date d'il y a pas longtemps. Je n'ai pas mis la date, mais c'est à moins de 5 ans. Donc, c'est très récent. Donc, c'est vraiment formidable. Alors, puis maintenant, il y en a plein. Je n'ai pas mis l'image, mais il y a plein de systèmes planétaires comme ça qui ont été découverts. Donc là, il y a un zoom. Donc, voilà. Trou noir. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est un time-lapse d'une durée de 16 ans. Il faut être patient. Regardez au centre, il se passe des choses bizarres. C'est le centre de notre Voie lactée. Et il y a des mouvements des étoiles qui sont un petit peu bizarres. Vous voyez, celle-là, elle revient. Et donc, l'explication de ces orbites, c'est qu'il y a un trou noir au centre. Il y a à peu près 1 million de masses solaires. On ne voit pas. Donc, ça a valu le prix Nobel à plusieurs collègues. C'est une preuve indirecte, mais une preuve quand même, de la présence d'un trou noir au centre de notre Voie lactée. Alors c'est pris au VLT notamment avec des images infrarouges et tout, de haute résolution, parce que c'est compliqué à voir, mais ils ont réussi. Donc avec les lois de Kepler, avec tout ce que vous voulez, vous retrouvez la masse facilement. Donc trou noir, Sagittarius A étoile, c'est son nom, dans notre Voie lactée. Alors récemment, il y a eu d'autres observations. Très belle image, que vous connaissez peut-être, qui est le trou noir de M87, donc M87 étoile. C'est une galaxie qui est très très loin, qui a un gros AGN, un gros trou noir en fait. Et il y a plusieurs télescopes qui ont observé, toujours dans les ondes millimétriques, plus facile et c'est plus pertinent, parce qu'on peut voir vraiment pénétrer les cocons de poussière, toutes les étoiles qui nous viennent. Et en gros, le télescope qui a été utilisé pour faire cette image a la taille de la Terre. Ils ont utilisé 7 télescopes entre Hawaï, le pôle Sud, la France, enfin un télescope français qui s'appelle l'IRAM à Pico Veleta en Espagne, l'Arizona, je crois qu'il y a l'Allemagne aussi, enfin il y a plusieurs télescopes. Et puis ils ont observé pendant des mois et des mois le même endroit, ils ont recombiné par interférométrie des signaux, et ils obtiennent cette image extraordinaire qui est prévue par la théorie dans les années 78. Il y a comment il s'appelle, Jean-Pierre Luminet et toute la bande, là, Luc Blanchet, tout ça, Thibaut Damour et tout ça, ils ont prédit numériquement la forme que ça devait avoir. C'est une forme spéciale, c'est pas juste un donut qu'on voit, en fait, c'est un trou noir, il y a des films qui l'ont bien montré, hein. Vous avez un trou noir avec un disque autour, parce que toute la matière est accumulée, mais à cause du champ gravitationnel extrêmement fort, vous avez une perturbation, en fait, vous voyez derrière. Et donc l'image, ça ressemble à en fait, ça ressemble à ça. Vous avez une sorte de donut avec une partie plus brillante, qui est la partie de devant. Mais cette partie-là, qui est moins brillante, en fait, c'est ce qui est derrière que vous ne devriez pas voir et que vous voyez à cause de la perturbation de l'espace-temps qui fait que les géodésiques sont courbés. Un géodésique, c'est le trajet lumineux. Donc, c'est complètement en raccord avec la théorie. Et pareil, une fois, les étudiants me disaient bon, bah, ok, c'est super, mais en gros, on le savait. Enfin, bah non. On avait une prédiction théorique, mais là, on a une observation complètement indépendante. Donc, ça valide la prédiction théorique. Ça change tout. Parce que les prédictions théoriques, on en a sur tout et sur plein de trucs. Mais des prédictions théoriques qui sont validées par l'observation, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, c'est majeur comme résultat parce que ça valide, ça date d'il y a 2-3 ans. Et puis alors, le MIT qui a participé à cette analyse a fait de la pub pour les filles en sciences en disant que dans les années 60, Margaret Hamilton, celle qui avait développé, c'était la chef du développement du logiciel de bord du LEM d'Apollo 11, donc du module lunaire qui a permis à Armstrong et Aldrin d'atterrir, d'avenir. Et donc on la voit avec ces lignes de code. Bah, alors eux, typiquement, ils avaient ça. Ils avaient ça. Et donc,
Il n'y avait pas d'écran, c'était des imprimantes, et donc voilà, toutes les lignes de code, on les vérifiait. Ils avaient des cartes perforées. Alors, j'ai pas trouvé de cartes perforées non plus. S'il y a quelqu'un qui a des cartes perforées, j'achète aussi. J'en ai vu quand j'étais gamin dans les labos, mais voilà, moi-même, j'en ai plus vu. Et puis, donc, Cathy Bouman, qui a participé au développement du logiciel, qui a permis d'obtenir cette image avec les téraoctets de données qu'elle a reçues, parce que chaque télescope observait indépendamment, avec un timing GPS ultra précis. Les disques durs étaient envoyés, et c'est eux qui faisaient la corrélation ensuite numérique avec toutes ces données. Donc, il a fallu écrire des softs, des logiciels assez rusés, parce que ça ne se fait pas, voilà, en 2 coups de cuillère à peau. Donc, c'était pour promouvoir la place des femmes ensuite. Et puis, toujours parlant des trous noirs, alors là, on ne va pas parler de lumière, pour une fois, on va parler d'ondes gravitationnelles. Pareil, prédiction d'il y a 100 ans, quasiment, d'Einstein, relativité générale. Si vous prenez 2 trous noirs qui se fusionnent, eh ben, il y a une partie de l'énergie qui est libérée sous forme d'ondes gravitationnelles. Et les ondes gravitationnelles, c'est une perturbation de l'espace-temps qui se propage. Un peu, alors l'image qu'on donne qui est un peu fausse, mais vous êtes sur un lac absolument plat et calme, vous laissez tomber un pavé, et ça crée une onde qui se propage. Et bien là, c'est pas la surface de l'eau, c'est vraiment l'espace-temps qui se perturbe. Et on observe ça avec des lasers en orthogonaux. Et quand l'onde gravitationnelle passe, comme elle est anisotrope, et ben la longueur des schémas optiques se met à varier de manière ultra courte et ultra petite, mais on arrive à le détecter. Et donc c'est ce signal-là qui est détecté quand l'onde gravitationnelle passe. C'est comme ça qu'on les découvre. Et comme il y a maintenant 4 détecteurs, 2 aux US, 1 en Europe, Virgo, vers Pise, 1 au Japon, on arrive en plus à savoir dans quelle direction ça vient du ciel, par triangulation. C'est assez super rigolo. Et ils ont eu le prix Nobel aussi, voilà, en 2017. Alors les Français ne sont pas contents parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait des prédictions, etc. Mais enfin bon, le prix Nobel. Très, très biaisé, mais enfin bon. Donc maintenant, on connaît quasiment une centaine d'événements de Gravitational Wave Merger, donc des fusions qui sont dues à des ondes gravitationnelles. Et alors, la table, comment on la lit? Ce qui est noir, c'est les trous noirs. Ce qui est coloré, c'est des étoiles à neutrons, qui est le stade presque ultime de condensation de la matière avant le trou noir. Et donc, vous prenez un trou noir de masse 40 et un autre de masse 23 masse solaire, et quand vous les fusionnez, vous obtenez 61. Donc, vous savez faire 40 plus 23, on peut même le faire avec un calcul si besoin. Voilà, on voit que ça fait pas 61, ça fait 63. Donc, il y a 2 masses solaires qui ont été évacuées dans l'univers sous forme d'ondes gravitationnelles. Et c'est ça qu'on a observé. Pareil pour l'étoile à neutrons et le petit trou noir de 31 masses solaires, ça devrait faire 32.2. Et bien le point 2, il est parti en ondes gravitationnelles. Et le signal que vous observez, il est vraiment extrêmement clair. Il vous dit quelle est la masse de l'objet 1, la masse de l'objet 2, la masse qui a été partie, la distance de votre objet. Enfin, c'est assez pratique. Donc c'est de l'astrophysique vraiment rigolote. Pas spatial, mais... J'aime bien aussi montrer quelques images Hubble, parce que quand même c'est beau et c'est sympa. Donc Hubble fait des images en noir et blanc, comme tous les instruments, mais on met des filtres devant, de couleurs, un à la fois. Et après, nous, on reconstruit les images avec une palette. Alors, il y a une étude qui a été faite par une collègue à Stanford qui montre qu'en fait, la NASA a choisi une palette des peintres américains de l'Ouest du 19e siècle. Puisqu'on peut choisir différents types de palettes de couleurs. Et donc, ils ont eu un parti pris esthétique et ça marche, parce que c'est beau. Et puis, voilà, on connaît tous ces images. Donc, mais là c'est des vraies images en pseudo-vraies fausses couleurs. On pourrait choisir un autre codage de couleurs. Donc ça, c'est un amas d'étoiles tout jeune qui vient de sortir de son cocon de nuages moléculaires. Alors là aussi, vous avez un amas d'étoiles jeunes qui, quand vous formez une étoile, il y a beaucoup de vent stellaire. Donc vous avez des particules et de la lumière très intense UV. Donc en fait, ça fait évaporer, alors évaporer c'est pas le terme, mais ça évacue le nuage moléculaire dans lequel vous êtes le. Et donc, c'est pour ça que c'est nettoyé ici. Et ça, c'est des restes du nuage moléculaire qui a donné naissance à cet amas d'étoiles jeunes. Et on voit, vous voyez, ces sortes de doigts. En fait, c'est que vous avez plus de matière ici. Vous avez ce vent solaire qui pousse, et donc il y a des petits spots qui résistent. Un peu comme quand vous êtes sur une plage, vous mettez du sable, ça fait la même forme. Bah, c'est pareil, vous avez un champ de radiation qui est extrêmement intense, extrêmement violent, et qui évacue tout, sauf certains points qui vont à un moment disparaître, comme les autres que vous avez avant.
mais ça donne ces belles structures. Et nous, grâce à ça, on peut voir vraiment toute la structure, toute la composition. Et avec James Webb, mes collègues vont voir ça encore mieux dans un programme là-dessus. Donc là aussi, une nébuleuse, hein, vous avez une étoile à droite, ça c'est dans notre Voie lactée. Donc vous avez une étoile qui évacue, photo-évaporée, voilà, c'est le terme qui photo-évapore la surface. Et là, un objet plus lointain, donc là on sort de notre Voie lactée, on est très très loin, on a un amas de galaxies. Sur cette image, tout ce que vous voyez, c'est des galaxies, donc chaque galaxie c'est 100 milliards d'étoiles, 10 puissance 11 masses solaires de matière noire et 10 puissance 10 allez, masses solaires de matière noire, et puis le reste de matière visible, etc., de gaz. Il n'y a que 4 étoiles hein, sur cette image, elles sont là, et ces étoiles sont dans notre Voie lactée. Donc on peut pas les enlever, enfin on pourrait les enlever, mais... Donc en fait vous avez notre Voie lactée avec plein d'étoiles, et on a regardé un amas de galaxies lointains, et là. On reconnaît un petit arc ici, c'est un amas massif, hein, c'est RBF 1689. Il y en a aussi là, vous voyez que certaines galaxies sont déformées, des petits arcs, parce qu'elles sont derrière, et leur image est déformée par la masse totale de ça. Et puis là, il montrait une galaxie qui était très lointaine, qui est invisible dans le visible avec Hubble, enfin Hubble Visible Light, mais qui est observable dans l'infrarouge, et puis avec Spitzer encore mieux. Donc c'est une galaxie très très lointaine redshift. Alors justement, les galaxies, parlons-en, il y a plusieurs types de galaxies. Alors galaxies, hein, c'est surtout de la matière noire. Je pense que c'est des étoiles. Donc il y a moins de 5% d'étoiles dans une galaxie. C'est 90% de matière noire. Et le reste, des étoiles, du gaz, des planètes, ce que vous voulez. Et dans l'univers local, il y a des formes de galaxies spirales. Alors ça, c'est des images Spitzer, hein, justement, des belles images infrarouges, en fausse couleur. Moi, j'ai contribué à obtenir quelques images de ça à l'époque. Donc spirale, spirale barrée, et puis irrégulière, enfin, pardon, des elliptiques. Bon, les elliptiques sont là, et puis là, il y a des irrégulières. Mais plus vous allez loin dans l'univers, hein, parce que plus on va loin, plus on regarde dans le passé, hein, c'est la finitude de la vitesse de la lumière, plus les galaxies sont complètement perturbées. Parce qu'en fait, l'univers est en expansion, et donc l'univers était plus dense dans le passé. Et donc, il y avait plus de fusion de galaxies. Donc, il y avait beaucoup plus de galaxies qui étaient perturbées avant d'arriver à des systèmes un peu plus relaxés, comme les galaxies ou les beaux disques tout plats. Alors justement, voici une de ces images de Hubble les plus lointaines, avec quelques galaxies qui ressemblent un peu à ce qu'on connaît, mais vous avez plein de trucs tout bizarres qui n'ont pas de forme prédéfinie, parce qu'elles sont en train de naître, en fait. Alors, en train de naître, c'est un peu compliqué à dire. En fait, elles sont en train d'accumuler du gaz dans un halo de matière noire. C'est comme ça qu'on comprend la formation des galaxies. Parce que les halos de matière noire se sont formés beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'univers. Donc, en fait, c'est du gaz, du baryons, qui est en train de tomber là-dedans. Un petit soupçon de rayonnement cosmologique quand même, parce que j'ai un petit peu travaillé dessus. Donc voilà comment on conçoit l'histoire de l'univers. Donc toutes 13,8 milliards d'années résumées en 1 minute. Préambule, tout ce que je vais vous raconter est issu d'observations, de très nombreuses observations, et d'une théorie, enfin de plein de bouts de théorie qui marchent. Ça se trouve, dans 10 ans, si quelqu'un d'autre devenait faire cette conf, on pourrait avoir une vision différente. Mais ça ne serait pas gênant, la démarche scientifique qui avance. Mais à ce jour, on n'arrive pas à comprendre l'histoire de l'univers autrement. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais en tout cas, ça se tient un peu près. Et je pourrais vous expliquer chacune des étapes pourquoi on arrive à ce scénario qui est complètement bizarre. C'est tout sauf naturel, mais en fait, ça marche super bien. Et à chaque fois, on a des contraintes. Alors, on commence par le Big Bang, avec une période extrêmement... Alors, tout ça est hyper chaud, hyper dense. Hein. Une période d'expansion, mais exponentielle, en un temps ultra court, 10-35 secondes. Ça s'appelle l'inflation cosmique. En gros, on projette sur des distances cosmologiques des petites fluctuations quantiques. Voilà. Si c'est pas clair, c'est pas grave, voilà, c'est un peu l'idée. Ensuite, vous avez les 3 premières minutes de l'univers dans lesquelles vous formez l'hydrogène, l'hélium, un peu de lithium, un peu de beryllium. Donc, je pêche des bouteilles d'eau, voilà, c'est de l'eau que j'ai mis dedans. Hein. L'eau H2O, tout l'hydrogène qu'il y a là-dedans a été synthétisé durant les 3 premières minutes de l'univers. Tout l'eau qu'il y a dans notre corps, pas l'oxygène, hein, l'hydrogène
a été synthétisé. Donc Uber Eats dit qu'on est des poussières d'étoiles, ce qui est vrai, mais moi je rajoute, et on est des résidus du Big Bang aussi. Tout l'hydrogène autour de nous a été synthétisé. Et là, on est sûr à 200%. Mais par contre, après, ça s'arrête parce que comme l'univers est en expansion, il se refroidit. Donc on ne peut pas continuer à former les autres éléments. Ensuite, arrive 6000 degrés, et là, la lumière peut enfin s'échapper. Un peu comme à la surface du Soleil. Hein. Enfin, c'est la photosphère de l'univers. Et ben, il ne se passe rien, c'est ce qu'on appelle les âges sombres. Parce que vous vous retrouvez avec de la lumière qui est à moins de 3000 degrés. Je dis 6000, c'est 3000. 3000 degrés. Vous n'avez que de l'hydrogène, un peu d'hélium, et c'est tout. Vous ne pouvez rien faire avec ça. Enfin, il faut attendre. Alors, il y a de la matière noire aussi, des neutrinos, etc. Donc il faut attendre que les premières étoiles se forment. Et quand elles se forment, elles sont tellement intenses en rayonnement ultraviolet qu'elles ionisent tout l'univers. On appelle ça la rayonisation. Et ça, on commence à l'observer avec des galaxies très lointaines, et avec James Webb, on va l'observer encore mieux, avec d'autres télescopes radio. Et après, ces premières étoiles, elles ne sont pas éparses n'importe où, elles sont déjà dans des ensembles qui vont devenir des galaxies. Et donc, on va voir les premières galaxies. James Webb, on va aussi. Et tout ça se structure. Les galaxies deviennent soit plus rondes, soit plus plates, ça dépend du type de galaxie. Les amas de galaxies se forment, et puis aujourd'hui, on est là. Alors, c'était M. Planck, hein, on a fait ça pour la mission Planck, avec le corps noir cosmologique. Donc voilà toute l'histoire de l'univers, avec une expansion qui s'accélère à partir de redshift 0,7, donc typiquement, je sais pas, 1 milliard d'années. Voilà, tout est cohérent, ou pas, mais en tout cas, tout marche comme ça. Alors comment on a réussi, je vous passe le black body du fond cosmologique. Dans les années 80, donc 89, hein, le satellite Kobe, la NASA, a pour la première fois observé le fond cosmologique avec grande précision. Il a été découvert en 64, hein, donc on le connaît depuis longtemps, le fond cosmologique. Mais les fluctuations, on les connaît que depuis les années 90. Et c'est la première image faite par ce petit instrument, d'ailleurs, qui s'appelle le DMR, et qui a permis d'obtenir des petites fluctuations. Et c'était extraordinaire parce que ça validait le fait que l'univers était homogène à un certain moment, mais avec quand même des petites inhomogénéités et qui, en fait, promeuvent ce scénario de l'inflation cosmique. Et aussi de la matière noire, parce que vous ne pouvez pas expliquer ça si vous n'avez pas de matière noire. Je pourrais vous donner les détails si vous voulez, mais tout est inventé. Alors nous, on a fait un tout petit peu mieux avec Planck. Entre-temps, il y a eu WMAP, mais bon, il y a eu voilà, nous, c'est 2013 la première image, donc il y a eu 25 ans, un peu plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec une année d'observation du satellite Planck, ça équivalait à 1000 années d'observation de la génération précédente de WMAP. Donc on a fait un saut technologique avec ces bolomètres refroidis à 0,1 Kelvin. Donc là, les ingénieurs, ils ont bossé pendant des années pour avoir ce système de dilution hélium 3, hélium 4 qui marchait pendant 2 ans de manière extraordinaire. Et en fait, on a doublé le temps de vie de Planck. On pensait qu'on ferait 1 an ou 1 an et demi, on a eu 27 mois. Donc précision extraordinaire. Donc cette image, c'est tout le ciel que vous avez en soustrayant la galaxie, la Voie lactée, etc. Et ce sont des infimes variations de température. Hein. Alors, on n'a pas eu une unité, mais c'est des micro-Kelvin. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à bien mesurer la température du poulet dans votre four ou dans votre cuisine, mais en tout cas, nous, le fin fond de l'univers, on mesure des micro-Kelvin. Voilà, donc ça marche bien. On ne fait pas tous les jours, mais ça marche bien. On mesure aussi la polarisation de la lumière. Alors, je pourrais en parler des heures, mais la polarisation de la lumière nous renseigne sur comment ces fluctuations étaient en mouvement. Voilà. Vous croyez sur parole ou pas, mais voilà. Et donc, c'est extraordinaire. Et puis, ça sera la seule stade un peu compliquée, parce que j'ai bientôt fini. J'aimerais vous raconter comment on obtient l'âge de l'univers, la composition en matière noire, la composition en énergie sombre, la densité de matière ordinaire. C'est pas magique. On utilise cette image du fond cosmologique et on utilise la théorie. Vous vous rappelez, il y a toujours observation et théorie, toujours, tout le temps. Alors, la théorie, elle est représentée par ce graphe. C'est juste un histogramme qui dit comment les petites fluctuations doivent se distribuer sur le ciel de manière statistique. Hein, ça ne dit pas que là c'est rouge, là c'est noir, ça c'est un sorte d'histogramme. Donc pour comparer les données en haut à gauche à la théorie en bas à droite, il faut qu'on mouline les données pour qu'elles soient dans la même forme, ici une sorte d'histogramme. Si vous connaissez le formalisme, c'est de transformer en harmonique sphérique, comme en physique atomique, YLM. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, c'est comme une transformée de Fourier. Et si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, c'est une sorte d'histogramme.
Et on fait une corrélation, enfin voilà la formule, Y-LM, et on met nos données dans cet espace. On fait tourner des millions et des millions de modèles d'univers, et c'est ça qui est extraordinaire, l'univers n'a que 6 paramètres. L'univers au moment du CMB, du champ cosmologique, Cosmic Macro Pattern. 6 paramètres, c'est-à-dire que vous arrivez à décrire tout l'univers avec seulement 6 variables, c'est absolument extraordinaire la physique. Donc vous mettez, affiter c'est un peu plus long, mais bon bref. Donc vous mettez vos milliers de modèles ici, vos millions de modèles d'univers avec vos 6 paramètres que vous faites varier. Là la couleur ici, on a mis la densité de matière ordinaire, qu'on appelle des variables. Vous mettez vos données et vous prenez les meilleurs modèles, il n'y en a pas qu'un. Spoiler, il n'y en a pas qu'un. Donc il y a toute une famille, et vous les mettez ici. Donc ici sur ce graphe, en haut à droite, on a représenté 3 paramètres, la constante de Hubble, la densité de matière noire, enfin de matière totale, et puis NS, c'est lié à l'inflation. Et chaque point sur cette courbe est un bon modèle qui marche. Donc l'univers pourrait avoir choisi, c'est big, il y en a 3, il y en a plus, ces petits points-là en bas. Mais nous, on ne le sait pas. Je vous rappelle, c'est de la recherche. Nous, ce qu'on dit, c'est que y a des modèles qui marchent parfaitement avec les données. Et ils sont tous simples. Et donc, nous, les scientifiques, on se dit, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Et on va mettre un a priori. On va dire que l'univers va choisir préférentiellement là où il y a le plus de densité de points. C'est complètement... Alors, c'est pas arbitraire, parce que c'est lié à la distribution gaussienne et tout, mais j'ai des collègues qui ont écrit des papiers en disant non, en fait, c'est plutôt celui-là qui marche. Et effectivement, ça peut marcher. C'est juste que ça... On pense que ça viole d'autres observations, mais lui, il pense que non. Donc, alors, il y a des débats éclairés, il ne raconte pas que du pipeau, mais c'est vrai qu'on pense que statistiquement, il y a beaucoup plus de points. C'est les contours. Les contours traduisent la densité de points. Donc, nous, on se dit, en fait, statistiquement, l'univers a plus de chances de choisir. Voilà, 0,33 et puis 67 kW, 0. Et on obtient le fameux camembert cosmique, ce que je crois que je montre après. Vous avez peut-être déjà vu dans le guide. Le camembert cosmique, c'est la carte d'identité de l'univers aujourd'hui, avec seulement moins de 5% de matière ordinaire, matière baryonique, un peu plus d'un cas de dark matter, donc matière noire froide, et de dark energy, donc l'énergie sombre, qui provoque l'expansion accélérée de l'univers. Donc ces chiffres ne sont pas magiques, ils viennent de toute cette analyse, et d'autres, parce qu'on n'a pas utilisé que les données de Planck, on a utilisé plein d'autres données, des galaxies, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on a des nouvelles données un jour, on peut refaire les mêmes moulinettes, changer les modèles, enfin tout est prêt, on s'adapte, on est vraiment flexible en science. Mais voilà la carte d'identité de l'univers aujourd'hui. Je vous montre quand même la publication finale, 2018, sachant que Planck a été lancé en 2009 et a été accepté en 96. Moi j'étais tout jeune, j'étais encore toujours dans cette année de M2. Il m'avait amené à l'UNESCO, c'était là qu'étaient présentées toutes les missions spatiales en compétition, l'ESA. Il y avait des missions sur Mars, des missions, etc. Et puis c'est nous qui avons gagné. Et donc, voilà. Donc décidé en 96 par l'Agence spatiale européenne, résultat final 2018. Vous voyez le temps que ça a mis. Donc c'est ça le spatial scientifique, c'est pas l'échelle de 3 ans comme plein de projets. Alors on fait d'autres choses, voilà. Enfin, les responsables font que ça, mais voilà. Donc moi j'ai dû faire 3-4 missions spatiales dans ma carrière, à des degrés divers. Le Planck, j'étais là un peu au début. Spitzer, je suis arrivé quand j'étais aux US, quand les données arrivent. Enfin, voilà, j'ai assisté au lancement, etc. Et là, je prépare Euclide. Ça fait 10 ans que je bosse sur Euclide et on la lance de l'année prochaine. Voilà. Et on est en train de répondre à un appel de l'ESA qui est dû dans quelques semaines, les missions M et les missions S, là, et qui seront lancées en 2035. Donc on prépare, nous, le travail pour ceux qui nous suivront. Parce que... Et les résultats d'Euclide, ils les auraient les... Les résultats d'Euclide, je vais revenir, on les aura, les résultats finaux 5 ans après le lancement, donc 2028, 2029. Oui, nous, on parle en échelle de temps, nous, on est déjà dans la décennie 2030, comme si c'était aujourd'hui, quoi. Donc, on s'y habitue. Donc, l'âge de l'univers, vous voyez, 13,79 milliards d'années à 0,15% près. C'est la meilleure estimée de l'âge de l'univers jamais obtenue à ce jour. Et puis la constante de Hubble, et puis, bon, je pourrais vous parler du NS, mais bon, un petit mot juste sur la matière noire, je passe, parce que oui, quand même, ce graphe. Là, c'est quand on fait tourner des modèles, on a changé, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Wayne de l'Université de Chicago. Ici, on a mis la densité de baryons, et ici, la quantité de matière noire. Et vous voyez que la forme de cette sorte d'histogramme change en fonction
du nombre de baryons ou de matière noire que vous mettez. Mais ça ne change pas de la même manière. Donc c'est pour ça qu'on arrive à ajuster facilement, entre guillemets, les 6 paramètres. Parce que la dépendance n'est pas du tout la même. Et c'est physiquement compris, ça. C'est une conséquence complètement naturelle, même si ça paraît compliqué. Alors voilà les données, donc toujours sur le même espace, on appelle ça un spectre de puissance angulaire. Là, c'est l'intensité des fluctuations, et là, c'est la taille sur le ciel. Les données de Planck, le meilleur modèle et l'ajustement. Même en TP, on n'a pas ça. Enfin, je ne sais pas si vous faites des TP, j'imagine. Voilà. Bah, nous, voilà, avec voilà, c'est la première lueur de l'univers, 13,8 milliards d'années, et on a un fit absolument parfait. Et c'est grâce à ça qu'on obtient ces paramètres. Et puis, je crois que je vais finir sur une de ces images, c'est la matière noire dans l'univers, qui est, alors c'est pas la matière noire, on n'a pas la troisième dimension avec Planck, on l'aura avec Euclide, justement. Avec Planck, on a juste toute la quantité de matière noire sur la ligne de visée. Donc on sait qu'il y en a plus à certains endroits et pas à d'autres. Et puis quand c'est gris, c'est qu'on ne peut pas mesurer. Hein. En science, quand on ne sait pas, on n'invente pas. Donc on met du gris. Enfin, là, on met du gris, on ne peut pas mesurer, c'est trop pourri. Là, c'est le nuage de Magellan, grand nuage de Magellan, petit nuage de Magellan, ce sont des galaxies proches. La région du Taureau d'Orion, qui est le plan de la Voie lactée. Et donc là, il y a trop de lumière parasite pour se passer. Donc c'est la première fois qu'on c'est ce truc ciel. Donc c'est l'image que j'aime. Je préfère celle de 2013 qui est plus juste 2018, mais celle de 2018 est plus précise. Expansion accélérée, je vais aller en accéléré en disant que on a depuis 1998 observé un phénomène étrange qui est que on a l'impression, enfin on observe que vous connaissez peut-être la loi de Hubble, qui plus les galaxies sont lointaines, plus elles s'éloignent de nous avec une vitesse grande, c'est un peu linéaire, c'est prévu par la relativité, etc. Mais en fait, elles s'éloignent à une vitesse encore plus grande que ce qui est prévu. On appelle l'expansion accélérée. C'est cette courbe un peu, alors c'est un papier qui date de 2018, hein, qui était assez joli. Donc on voit avec, alors, enfin, il faut croire sur parole, mais quand on ajuste ça, on est obligé d'avoir cette fameuse constante cosmologique qui nous dit qu'il y a une expansion accélérée. On ne sait absolument pas pourquoi. C'est pas prévu. Alors théoriquement, ça marche. On peut mettre ce lambda ou d'autres choses et tout marche. Mais on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas ce que c'est. Ce qui est quand même embêtant. Mais le formalisme dit que ça marche. En fait, il suffit de mettre une pression négative dans l'univers. Rien que ça, c'est facile. Et donc, tout marche. Et donc, avec Euclide, on va notamment essayer de mieux mesurer cette expansion accélérée pour tuer des familles de modèles. Parce que, alors là, des modèles, il y en a, mais un par jour. Et donc, les collègues théoriciens ont plein d'idées dans tous les sens. Mais avec Euclide, on va un peu remettre de l'ordre là-dedans. On va dire, voilà, ce modèle est compatible avec les données, d'autres modèles sont morts. C'est pour ça qu'on fabrique Euclide aussi. Voilà. Donc, on fabrique Euclide. Je crois que l'image qui arrive avec le télescope. Donc, la belle caméra que vous avez vue, et puis quand même, ce vrai télescope. Hein. Alors, c'est pas un télescope très grand, il fait 1,80 m, mais en termes de stabilité thermique, ça va être le mieux qu'on ait jamais fait. Donc, un côté noir, un côté blanc. Parce que la TSF, donc la qualité d'image doit être absolument monstrueuse. En fait, on aura quasiment la qualité de Hubble, mais sur tout le ciel. Tu sais, Hubble pointe des zones du ciel, on a vu, c'est super. Et là, on aura tout le ciel. Et grâce à ça, on pourra mesurer les effets de l'anti-âge gravitationnel faible. Toutes ces petites galaxies, tu sais, qui sont derrière les amas de galaxies qui sont perturbées, alors on pourra le faire à plus grande échelle. Donc voilà, super satellite. Les instruments, le plan focal. Donc en fait, le télescope de la lumière qui arrive, qui est réfléchi par le primaire, qui arrive ici sur le secondaire, ça arrive au fond, et les instruments sont à l'envers derrière. Enfin, à l'envers par rapport à nous dans l'espace. Donc l'image d'après, c'est vue de derrière, voilà, avec le télescope. Le signal arrive je ne sais plus trop où, et puis il y a un truc au milieu qui balance le faisceau sur l'instrument français NISP infrarouge proche, et l'instrument franco-british, avec vous connaissez la caméra de Bise, hein, la grande caméra. Et nous, notre petit truc de l'IAS, on l'a mis quelque part par là, pour faire des flat feeds, des plages de lumière uniformes. Et donc voilà, énorme plan focal, tout marche bien, enfin, il y a des soucis comme partout, il y a des trucs bizarres comme partout, mais enfin voilà. Bon, voilà. Il fallait attendre la perfection, on n'en sera jamais. Donc, Et donc, lié à Euclide, c'est J. Peebles, ça fait tout un tas de théories. Et puis James Webb, alors là on est très content, je n'ai pas mis d'image plus récente, mais James Webb a été lancé. Il y avait plus de 300 single point failure, vous connaissez peut-être ça, c'est des points de problème uniques. Si ça merde, ben, la mission est foutue, donc il y a plus de 300. Tout a été levé avec brio.
là, à défaut de facilité. Et donc, c'est la première fois qu'il y a un miroir aussi grand déployé dans l'espace, recouvert d'or puisque tire dans l'infrarouge. Et puis aussi, il va au point de Lagrange L2, du système Terre-Soleil. Et donc, là, ils sont en train d'aligner les 18 miroirs. Et puis, les premières observations commencent dans un peu moins d'un mois de test. Et donc, nous, on a, sur les 4 instruments scientifiques, il y en a un et demi qui est français. Européen, pardon. Avec une grosse contribution française. C'est européen. Et donc, notamment la caméra MIRI infrarouge moyen, qui a été faite en partie en France. Et donc, moi, j'ai des galaxies qui vont être observées, je ne sais pas quand, mais la première fenêtre de visibilité, c'est novembre. Donc, j'espère que mes galaxies seront observées en novembre. J'ai fait un programme avec les Américains là-dessus. Donc, super achievement. Et je vais conclure en disant, je ne sais pas du tout si j'ai débordé ou pas, mais voilà, c'est gentil. Donc, la science produit des images scientifiques. Mais parfois, ces images sont belles. Comme cette image de la nébuleuse M16, je crois, dans les années 90, qui a été très connue, le fameux Hubble Deep Field, aussi l'image un petit peu iconique. Il y a aussi ces belles images de coucher de soleil qui ne sont pas mes vacances, mais qui sont un coucher de soleil sur Mars. Donc, si vous ne connaissez pas cette image, voilà, votre vision a peut-être changé en disant que ça vient de Mars. On voit que tous ces bleus, la densité de poussière et la pression n'est pas la même, donc la diffusion n'est pas du tout la même que sur Terre. Donc voilà. Donc ce sont des images inspirantes, au-delà de la science. Pareil, l'image prise depuis la planète Mars, comme on voit la Terre. Voilà. Tous nos soucis sont résumés en 2 pixels. Voilà. Donc voilà, quand vous passerez vos examens et tout, vous penserez à cette image en disant, voilà, il y a plus grave et plus insignifiant dans le monde que nos petits problèmes, même s'ils sont importants. Donc ces images permettent aussi plus généralement à l'humain de repenser sa place dans l'univers, même si on n'y pense pas tous les matins, on va bosser ou étudier. Mais aussi cette image, alors ça c'était avant votre naissance et même avant la mienne, cette image qui a fait vraiment eu un grand retentissement, ça date de 1968, c'est les astronautes d'Apollo 8 qui ont vu pour la première fois se lever de Terre depuis l'orbite lunaire. Et donc, on est content, nous, d'avoir produit cette nouvelle image qui est iconique et qui permet de repenser la place de l'humain dans l'univers. On n'a pas besoin de savoir que l'univers est en expansion tous les matins, etc. Mais n'empêche que ça sert quand même à l'humain, depuis l'origine, de savoir où il est et dans quel univers il est. Donc, indépendamment des questions scientifiques, il y a des retentissements, disons, philosophiques de tous ces travaux. Et puis, dernier point, quand on accueille des réfugiés à l'université, alors à l'époque, ça s'appelait Paris Sud, avant qu'on fonde l'université Paris-Saclay, mais c'était la fac des sciences. Il y avait plein de réfugiés à l'époque, et donc on en a accueilli pas mal à l'université. Et donc, j'ai organisé des événements culturels, parce que je m'occupe de ça à l'université aussi. Donc, j'ai organisé notamment des star parties, donc des soirées d'observation, où je montre notamment le fonds cosmologique à ces réfugiés, afghans, érythréens, soudanais, etc. Et on a beaucoup échangé. Et on voit que finalement la science et la culture est complètement partagée par toute l'humanité. Enfin, c'est débile ce que je dis, mais enfin, c'est vrai. Puis quand on le voit avec ces gens qui ont vécu des choses plus ou moins sympathiques, on se rend compte que l'humanité, elle est unique. Et puis on a un même langage, qui est un langage de culture et également de science, même si eux, ce n'était pas des scientifiques. On voit qu'on a les mêmes interrogations et puis la même démarche. On voit que l'humain, finalement, c'est tout ce qui est même. Donc la science participe de cette vision à la fois de la place de l'humain dans l'univers, mais également, si on est optimiste, au rapprochement des humains entre eux, et puis si on est pessimiste, on va dire tout ce qu'on veut. Voilà, merci de votre attention. J'espère pas avoir été très long. Oui, est-ce qu'il y a des questions parmi vous, du coup, pour M. Doyle? Vous avez dit que vous attendiez à votre émission, mais ça m'est jamais arrivé de découvrir un petit truc qui n'était pas prévu. Si. Pendant ma thèse, avec ce nouveau satellite-là, on a découvert des galaxies, on se disait, mais qu'est-ce qu'elles font là? Parce qu'elles n'étaient pas prévues, en termes d'intensité. Il y en avait beaucoup trop, mais des facteurs 10 qui se baladaient. C'est pas 20%. Donc, non, c'est tous les jours qu'on trouve des trucs un peu bizarres. Mais après, il faut voir est-ce que c'est une surprise profonde qui peut remettre beaucoup de choses en cause, ou est-ce que c'est juste
2 ou 3 trucs qu'on n'avait pas compris, et en fait, on se dit, ah, bah, c'était ça, et c'est souvent cette solution-là. Par exemple, là, on vient de publier, on a fait un press release il y a pas longtemps, il y a quelques mois, sur un amas de galaxies lointains qu'on a découvert avec Planck et plein d'autres satellites, le G237. Et en fait, donc la théorie prévoit qu'il y a des amas de galaxies très lointains dans l'univers, qui correspond à quand l'âge avait seulement 3 milliards d'années. Donc, voilà, 9 dans le passé, 3. Donc c'est un amas de galaxies assez lointain. Donc la théorie prévoit qu'il y a ces trucs-là, même si on n'en a pas beaucoup vu. Et notre découverte, c'est que cet amas de galaxies, enfin proto-amas, parce qu'il n'est pas encore réalisé, forme énormément d'étoiles, mais beaucoup plus que tout ce qui était prévu. D'ailleurs, les journalistes que j'ai eu au téléphone disent, est-ce que ça met en cause le Big Bang et tout? Je dis, calmos. Pas du tout. Ça met juste en cause le fait qu'on ne comprend pas comment dans les galaxies se forment les étoiles. Parce que cet amas, il a le droit d'exister, il est prévu par la théorie, c'est juste qu'effectivement, il forme 10 fois plus d'étoiles que ce qu'on avait prévu. Mais former des étoiles, c'est des processus de physique complexes, baryoniques, voilà, il y a des phénomènes non linéaires, etc. Mais c'est juste qu'on n'a pas compris comment se forment les étoiles à cette époque-là de l'univers, parce que c'était plus chaud, plus dense, je ne sais pas quoi. Et donc, effectivement, ça remet en cause, mais disons, une petite partie qui est de l'astrophysique, dont on sait qu'elle est super compliquée. Alors que la partie cosmologique, elle est plus simple, et elle marche très bien. Donc il faut aussi, quand on découvre des trucs voilà, inattendus, bien circonscrire le problème, parce que ça remet tout en cause. En général, non. Alors même avec Planck, on était un peu déçus, on se dit, c'est sûr, le modèle lambda CDM, il va couler, parce qu'il est tellement bizarre, fait de briques et de broc, cette expansion accélérée, tout ça, dire, on est sûr, on va, mais alors le foutre en l'air, vous avez vu le fit, hein, puis encore, je vous en ai montré qu'un, mais il est parfait. Donc en fait, on ne s'attendait pas à ce que ce modèle résiste aussi bien. Ça aussi, c'est une surprise. On se dit, c'est impossible qu'il résiste. Et bien si. Et il en sort conforté. Donc on était un peu déçus. On se dit, on a conforté un truc qui était un peu de briquet de broc, mais c'est ça la science. Hein, donc il y a plein de mini-découvertes tous les jours. Et après, il faut savoir voilà, qu'est-ce qu'elles remettent en cause. J'ai une autre question, alors elle est beaucoup plus pragmatique, hein, parce que c'est vrai que c'est pas trop mon domaine d'astrophysique, je suis plus aéronautique, mais vous avez dit qu'à l'université Paris-Saclay, vous faisiez de la recherche. J'ai vu que vous faisiez également de la calibration de senseurs. Ah bien sûr. Donc vous êtes aussi très pratique. Complètement. Mais ma question elle porte plus sur le financement. Mm-hmm. Pour financer par exemple vos technologies et tout ça, c'est un financement public. Complètement. On est 100% public pour cette partie-là. Même s'il y a des parties privées, je peux en dire un mot. Donc, les projets spatiaux, ils sont... vous avez vu, il faut en gros 25 ans pour faire un projet spatial. Ouais. Mais en fait, il faut 35 ans. Parce qu'avant d'avoir votre mission acceptée, l'ESA ou la NASA ou la JAXA, enfin, ils n'arrivent pas, ils ne vous donnent pas une mission spatiale avec votre bouche en cœur en disant je vais faire une super manip et tout. Ils veulent des choses tangibles. Donc, en gros, vous avez bossé 10 ans auparavant à faire de la R&D, recherche et développement. Ça, c'est le CNES qui nous paye ça, donc l'Agence spatiale française. Et puis d'autres, hein, enfin, il y a aussi plein de financements, les ANR. Enfin, en gros, c'est du financement public, parfois privé, mais c'est très rare. C'est plutôt pour les retombées privées. Donc, on a plein de financements qui permettent de faire de la R&D, de mettre au point, d'augmenter le TRL, je ne sais pas si vous connaissez le TRL, Technology Readiness Level, donc niveau de maturité technologique. Ça va de 0 à 10, hein, en gros, enfin 0 à 9. 0, ça n'a jamais été fait. À 9, ça a déjà volé, ça a déjà fonctionné. Et souvent, on essaie de lancer des trucs à TRL 5. La technologie de Planck, elle était à TRL 0. Et donc, il y a eu beaucoup de manips de laboratoire pour valider le concept. Et donc, il y a des gens qui ont bossé pour valider le concept de refroidissement, etc. Et quand la mission Planck a été acceptée en 1996, le système de refroidissement qui était clé n'avait fonctionné que 24 heures. Et il fallait qu'en 5 ans, le truc fonctionne 2 ans dans l'espace. Et donc, ils ont fait un pari monstrueux, mais bon, les ingénieurs savent faire ça, ils ont des équipes de développement et ils ont réussi. Donc, la R&D se fait en amont par des financements CNES aussi. Ensuite, quand tu as une mission spatiale, là, tu ouvres le robinet, tu as les millions qui pleuvent sur toi, parce que, voilà, il y a des choix qui ont été faits. C'est pour une mission spatiale qui se fait, il y en a 49 qui sont tués. Hein. Il faut voir ça aussi. Hein. Et voilà, comment vous justifiez votre mission par rapport à une autre, par exemple? Ah ben, c'est pas nous, c'est l'ESA qui décide. Ah, ok. C'est-à-dire que nous, on dit qu'on est les meilleurs parce qu'on va faire ça, mais tout le monde dit ça. Et donc après, c'est l'ESA qui décide. Voilà. Donc, en pratique, tu as d'autres critères. Tu as
faut pas que ce soit un micro-sujet scientifique qui intéresse que toi, il faut qu'il y ait une grande communauté derrière, enfin, il y a plein de critères, mais en général, on le respecte tous. Donc souvent, ça tourne. C'est un truc sur Mars, après un truc solaire, après un truc de cosmologie. Enfin, il n'y a pas de cycle régulier, mais souvent, il balance comme ça. Alors que la NASA, c'est complètement différent. Quand j'y étais, j'ai vu, c'est complètement... Voilà, la manip sur laquelle je bossais quand j'étais donc à la NASA, elle avait été officiellement annulée 4 fois. Officiellement 4 fois. Donc mon chef, qui est un gars, enfin, qui est toujours un gars épatant, il est sur James Webb aussi maintenant, George Vicky, lui, il avait le recul, il dit non, mais si c'est annulé, c'est pas grave, on reviendra, etc. Parce que là-bas, les budgets sont gérés annuellement par le Congrès. Et donc, pour peu qu'il y ait des bisbilles, etc., le truc peut être coupé. Et donc, eux, ils gardent la techno, ils font avec les fonds de tiroir pour pas tout perdre, l'expertise et tout. Et puis, quand il y a des réappels de la NASA et tout, ils se rembrayent dedans. Mais leur truc a pris 25 ans, alors que ça aurait pu prendre que 15 ans. Quoi. Oui, le financement, il n'y a pas vraiment de souci dans le spatial, même public. Et donc, l'ESA, elle, ensuite paye l'industriel. Nous, c'était Thales, pour Planck. Hein. Et pour faire la plateforme, donc Spacecraft, hein, avec l'attitude, les télécommunications, etc. Et j'avais parlé avec le gars qui était responsable de ça, là, Jean-Jacques, qui s'appelait, et le grand responsable, et il disait, nous, ça nous intéresse de bosser avec les ESA. Bon, d'abord parce qu'ils sont payés, mais surtout, ils sont payés pour développer des nouveaux trucs qu'ils ne pourraient pas vraiment faire en R&D interne. C'est-à-dire que nous, on avait des exigences sur le pointage qu'ils n'avaient pas encore. Donc les sous qu'ils ont eus leur a permis de développer ces nouvelles technos. Donc ils s'y sont retrouvés. Mais eux, après, ils peuvent le revendre à côté. Donc en gros, c'est une R&D gratuite qui est payée sur fonds publics. Donc tout le monde s'y retrouve parce que nous, on a pu avoir notre super manip, l'image de Planck, on a pu avoir l'âge de l'univers, etc. L'argent public a été dépensé bien, je pense. Il n'y a pas des gens qui se sont payés des Rolls ou je ne sais pas quoi. Donc, les industriels ont pu bosser et développer des nouveaux trucs. Et donc, ça permet de maintenir le tissu industriel qui est lié aussi à la souveraineté de l'Europe. Il faut être clair aussi, hein, il ne faut pas ça pour nos beaux yeux. Hein, les gouvernants, voilà, ça participe de la souveraineté et de l'indépendance. Et la science en fait partie. Alors peu, mais ça en fait partie. Et s'agissant des trucs d'ingénierie, alors je n'en ai pas beaucoup parlé, mais en fait, moi, dans mon labo, il y a plus d'ingénieurs techniciens que de chercheurs. L'Institut d'astrophysique spatiale, on crée des instruments. Et c'est pas moi avec mes petites mains. D'ailleurs, moi... quand ils me voient débarquer, ils me refusent d'entrer parce qu'ils savent que je ne sais rien faire de mes mains et je vais casser des trucs. Mais il y a tous les ingés c'est eux qui fabriquent tout. Et donc, on a une salle d'étalonnage, une salle blanche avec une cuve à vide, etc. On passe nos instruments, on les fait vibrer, Ah oui, tout. Ce qui sort de chez nous, c'est validé, nickel, etc. Donc oui, il y a plein de boulot d'ingénierie. Je trouve que moi, c'est pas mon métier, donc je ne l'ai pas mis en valeur. Mais oui, il ne faut pas faire croire qu'il n'y a que des gus comme moi qui font des trucs un peu... il y a des vrais gens qui font des vrais trucs et très bien. Et on espère en cryogénie, en optique, en mécanique, en thermique. La thermique, c'est absolument terrifiant. Sur ton satellite, il fait plus de 100 degrés d'un côté, moins 150 de l'autre. C'est terrifiant, ce truc. Si ton se met à tourner du mauvais sens, toute ta manette grille. Parce que tu as un côté blanc, enfin en général, on positionne les panneaux solaires d'un côté, on les rend stables, et puis il y a un truc noir pour que ça rayonne de l'autre côté encore noir. Donc si ton truc merde, c'est fini. Donc non, la thermique, c'est terrifiant. Et quand tu es à 0,1 Kelvin, tu as 0,1 Kelvin au centre, et tu es à 300 Kelvin à 1,50 m de là, la moindre fuite, ton truc, c'est juste fini, quoi. Donc, non, c'est très très complexe et les collègues y arrivent très très bien. Et quand je fais la visite de l'IS, je montre l'instrument de qualification. Il y a une sorte de tuyau qui ressemble à un tuyau d'aspirateur. Ça, c'est mon langage à moi. Hein. On passe toute l'électronique entre le truc à 0,1K et l'électronique chaude à, je sais plus, à 300K. Et donc, ce tube qui paraît tout bête, ça ressemble à un tuyau d'aspirateur, enfin, juste un peu plus petit. Ils ont mis 4 ans à le développer parce que il ne faut pas qu'il y ait de fuite thermique, il ne faut pas que la chaleur y arrive. C'est un peu inflexible. Il ne faut pas que le truc au décollage se mette à vibrer dans tous les sens et fasse un massacre dans l'instrument. Thermiquement, il faut que ça soit stable. Enfin, tu mets toutes ces contraintes, tu arrives à un truc, un bout de câble qui a l'air tout con, et 4 ans de développement par 2 ingés à temps complet. Et tous les systèmes sont comme ça. On a eu des conférences de Alain Dorenstein. Alain Dorenstein, oui, qui a fait du BEPI. Qui nous ont expliqué aussi. Exactement, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça que c'est passionnant, parce que ça paraît simple, là j'arrive, on doit les plantes, c'est formidable et tout, mais il y a 25 ans de travail derrière, et puis 500 personnes rien qu'en France, si tu ajoutes les industriels, les Américains qui ont fourni quelques détecteurs, etc., tu arrives à, je sais pas, 2 ou 3 000 personnes.
facile. Et pas pendant une semaine. Hein. Et c'est ça qui coûte cher l'émission spatiale, parce que le plan Kershett, c'est un programme à 1,1 milliard à peu près d'euros, mais c'est sur 15 ans. Et c'est pas l'instrument qui coûte cher, c'est toute la matière grise qu'on a payée. C'est nous qui coûtons cher en quelque sorte, et vous bientôt. Parce que pendant 15 ans, c'est l'intégrale de tous les salaires et de l'expertise, parce que l'expertise, pareil, ça se décrète pas. Hein. C'est pour ça qu'il y a des pays émergents, etc., qui essaient d'avoir du spatial, et c'est très bien, mais on voit que c'est rocket science, c'est compliqué. Donc, il faut avoir un tissu académique et industriel très fort, sinon, ça ne marche pas. Donc, il y a tous les métiers, vraiment. Et il n'y a pas besoin d'être hyper brillant. Alors, je ne l'ai pas dit parce que vous êtes des grands maintenant, mais moi, j'ai fait une année d'ingé, ça s'est mal passé, je suis revenu, j'ai redoublé un peu quand j'étais plus jeune et tout. Donc, on a le droit aussi d'avoir un temps de maturation de son projet professionnel. Alors, même si officiellement, on ne vous le dit pas parce qu'il faut que vous passez le moins d'années à un endroit, parce que vous coûtez cher aussi, même si vous êtes, voilà, à peu près 10 000 euros par an. Voilà. Plus ici, vous êtes à 15 000 euros par an ici. Et, mais heureusement, c'est le public qui paye en partie, hein, et donc c'est une vraie richesse pour vous et pour le pays. Mais effectivement, il y a des gens qui ont des parcours un peu sinueux, et tant mieux. Le principal, c'est de trouver sa voie, et ça, vous le trouvez. Déjà, si vous êtes passionné. Mais il y a tout un tas de types de métiers. Hein. Ça va effectivement du technicien ultra précis chez nous en cryogénie, qui est vraiment le champion mondial de faire de la cryogénie à 0,1 Kelvin, spatialisable et tout, au chercheur qui n'a jamais vu un instrument de sa vie, mais qui analyse les paramètres cosmologiques, à d'autres qui font des simulations numériques de folie, qui utilisent donc le GENSI, le plus gros calculateur de la planète, et vas-y, voilà, fais des simulations à N-core. Enfin, il y a tout un tas de métiers, et même dans un métier donné, moi qui suis astrophysicien et professeur d'université, je passe maintenant la moitié de mon temps à faire alors non pas du management, mais comme je suis vice-président de l'université, je fais d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec l'astrophysique, parce que ça, par hasard, mais ça m'amuse, et puis j'arrive à faire plein de trucs aussi. Voilà, c'est très rigolo d'être vice-président de grande université. Donc même dans un métier donné, on peut aussi évoluer dans différentes tâches, disons. Hein. On ne va pas rester sur la paillasse toute la vie, sauf si ça vous amuse, il n'y a aucun souci, mais on peut aussi évoluer. Donc c'est ça qui est bien dans ces métiers, même dans l'industrie, hein, parce que j'en ai les collègues avec qui j'étais en contact, ils sont partis responsables Europe, responsables machin, ils font plus du tout de technique, ils font de la gestion de projet, etc. Et moi, quand j'avais votre âge, si on m'avait dit, enfin, on me disait faire du management et tout, jamais de la vie, c'est se corrompre, c'est pas intéressant, c'est nul et tout. Et ben en fait, maintenant j'en fais et je trouve ça super cool parce que c'est les managers qui décident. Et donc être chef, c'est cool, je peux vous dire. Donc ça peut être bien aussi. Faut pas être chef pour être chef parce que ça sert à rien, mais pouvoir influer de la manière dont on pense qui est la plus pertinente pour la collectivité, quelle qu'elle soit, c'est super cool parce que on peut enfin, parce que j'ai tellement gueulé contre les autres, voilà, maintenant les gens peuvent gueuler sur moi. Donc il y a des phases aussi dans vos carrières, vous verrez, donc on pourrait faire plein de choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'avoir un cœur de métier qui passionne, c'est quand même cool, parce que moi je fais toujours de la recherche, hein, je publie toujours, moins qu'avant, mais je publie toujours, et donc ça c'est super cool. Je ne vous ai pas parlé des voyages, voilà, Hawaï, l'Australie, etc. Ou la vie à l'étranger, parce que quand vous êtes chercheur, même ingénieur, hein, vous pouvez passer plusieurs années à l'étranger, en mode vraiment boulot dans des grandes universités ailleurs et tout, et c'est super cool. Et alors, je n'ai pas parlé de financement privé, donc effectivement, à l'Université Paris-Saclay, on a aussi beaucoup de financement privé maintenant, et notamment des trucs on fait des trucs avec les startups, et donc il y a plein de moyens, alors moins dans mon labo, parce que nous on est très fondamental, très grosse manip, voilà, BPI, parce qu'on a fait des trucs sur BPI Colombo aussi, là on a lancé un truc sur JUICE, on va lancer bientôt JUICE, enfin qui va sur Jupiter, les lunes de Jupiter, donc l'instrument était dans le labo il n'y a pas longtemps. J'ai des étudiants qui sont passés, j'ai dit, bah voilà, regardez, la boîte là qui est là, bah, c'est la dernière fois que vous la voyez. Le prochain épisode, c'est voilà, première lumière sur les lunes de Jupiter, dans quelques années. Donc nous, on est moins en contact avec les startups, sauf quand on a besoin d'une expertise particulière, mais nous, on est plutôt avec les grosses boîtes. Mais par contre, des collègues, ça soit à Versailles, Saint-Quentin, parce qu'ils ont aussi la petite plateforme d'intégration des tests, avec des salles blanches, etc. Eux, ils ont un modèle avec des startups, avec des boîtes, etc. Donc il y a toute une économie autour, il n'y a pas que l'argent du CNES qui vient, il y a tout un tas de choses pour diversifier. Vous avez plusieurs réponses. D'autres questions?
alternance. Et voilà. Ce côté aussi, le côté expérimental, le côté pratico-pratique aussi pour les futurs ingénieurs. Parce que je pense que les chercheurs ne sont pas vraiment ingénieurs. Exactement, réciproquement. Et il y a un enjeu, effectivement, c'est de se comprendre. Oui, c'est pas facile. Je peux vous le dire. Donc, si un jour vous avez la possibilité de faire des stages, enfin, je ne sais pas trop comment ça marche ici, mais, ou même quand vous avez un job, de faire ne serait-ce quelques semaines de recherche pour voir l'état d'esprit bizarre des chercheurs. Et ensuite, vous pourrez décoder. Alors, nous, moi, on a carrément dans mon labo, mais j'ai des interprètes. C'est-à-dire que je sais qu'avec certains collègues ingénieurs, ils me comprennent, parce que souvent, ils sont docteurs aussi. Donc, il y a beaucoup de docteurs ingénieurs. Donc, ils ont fait une thèse, même si c'était technique. Hein. Et eux, ils savent décoder pour les autres, et donc on a des... Voilà. Je plaisante à peine. Hein. Alors, vous avez les deux après-midi de la recherche qui sont programmés. Je vous invite effectivement à aller discuter déjà et aller voir les projets qu'il y a au cœur de l'INSA. Et effectivement, j'ai passé 6 mois au cœur d'un labo de recherche et c'était assez exceptionnel et on comprend beaucoup de choses quand on est au cœur à la machine à café, à la salle de cantine, de savoir comment fonctionne l'état d'esprit. Et on est très complémentaires quand on commence à enlever ses préjugés et voilà, et ces échanges sont vraiment passionnants. En tout cas, bon, vous êtes tous des scientifiques, donc quelque part, vous devez quand même aussi aimer la science et donc le chercheur et la science. Hein, c'est vraiment devant votre communauté. Exactement. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, un grand merci. Mais merci à vous d'avoir été.